beaucoup à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui, d'être revenus finalement dans des formats en présentiel de conférences-débats autour de la publication de numéros de revue en papier. Donc là, vraiment, je pense qu'on est dans le futur du futur du futur, des numéros en papier avec une discussion en direct. Voilà, mais alors avec une revue qui existe aussi en ligne sur Cairn pour la publication du numéro 89 de la revue Agora Débat Jeunesse. Donc avant qu'on discute du numéro, on accueille aussi aujourd'hui l'arrivée de notre nouveau directeur qui s'appelle Augustin Vicard et qui vient d'arriver en direction de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, à qui je vais céder tout de suite le micro. Merci Yael et bonjour à tous. Donc, comme Yael l'a dit, je suis arrivé très récemment à l'INJEP, c'est-à-dire le 1er octobre dernier. Et donc pour moi, c'est aussi ma première participation à une conférence débat de l'Institut. Donc je suis très content de partager ce moment avec vous. Je voulais vous remercier d'avoir accepté et d'avoir répondu présent à notre invitation et vous dire que comme Yael, je suis très content de pouvoir avoir ce débat en direct dans une vraie salle, en présentiel. Ça ne nous est pas arrivé depuis longtemps, ça nous fera du bien et j'espère qu'on aura beaucoup de questions, de débats. Yael m'a dit d'ores et déjà qu'il y avait pas mal de débats habituellement, donc j'espère que ce sera le cas ce soir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même prendre un petit peu de temps pour vous présenter les travaux de l'INJEP, de l'Institut, avec le peu de recul dont je dispose, comme vous l'avez compris, mais quand même pour vous dire un petit peu ce qu'on fait, puisque vous ne connaissez pas forcément l'ensemble de nos travaux au-delà d'Agora. Donc, comme son nom l'indique, l'Institut, l'INJEP, c'est un institut qui est un centre de référence sur l'observation de la jeunesse, les politiques de jeunesse et les mouvements d'éducation populaire. Mais comme son nom ne l'indique pas forcément, c'est aussi un centre d'expertise, de ressources sur le sport et sur la vie associative. Et donc sur l'ensemble de ces 4 thématiques, nous sommes un peu plus de 40 à travailler avec beaucoup d'approches différentes et des profils assez divers. Donc, des sociologues, des économistes, des statisticiens, des documentalistes et également des professionnels de la communication. Enfin, en tout cas, nos profils sont divers et variés. Et je crois que c'est ça vraiment qui fait notre richesse aussi et qui fait la richesse des analyses qu'on peut produire. De ce point de vue-là, ça nous permet, sur les sujets, les 4 sujets dont je viens de parler, de croiser les regards, de croiser les analyses. D'abord, croiser les regards qualitatifs et les analyses qualitatives et quantitatives. Alors pourquoi ? Parce que les analyses quantitatives, elles nous permettent d'aller au plus près sur le terrain pour observer la vie associative de la jeunesse dans toute leur richesse. Et l'approche quantitative, elle nous permet d'avoir un cadre d'analyse et puis aussi de regarder les grandes évolutions. De ce point de vue-là, l'INJEP, c'est aussi le service statistique ministériel, jeunesse, sport, vie associative. Et nous publions, je ne sais pas si vous le savez, 3 fascicules. L'un sur la jeunesse, les chiffres clés de la jeunesse, l'autre sur la vie associative, les chiffres clés de la vie associative, et les chiffres clés du sport. Alors, on croise aussi une approche d'observation de l'existant, d'observation de ce qui existe déjà, les mouvements de jeunesse, les grandes tendances, mais aussi d'évaluation et d'expérimentation de politiques nouvelles. On fait ça, par exemple, sur le service national universel, sur le service civique, mais aussi en pilotant le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, que vous connaissez sans doute, et qui a permis de financer, de mettre sur le terrain et d'évaluer plus de 800 actions depuis une dizaine d'années. Et enfin, nous essayons au mieux de croiser les regards des chercheurs, des statisticiens, j'en ai parlé, mais aussi des acteurs de terrain et des décideurs. Et de ce point de vue-là, on a une revue, les Cahiers de l'Action, qui est une revue co-construite avec les acteurs de terrain et qui est vraiment le reflet de cette volonté que l'on a. Et puis, je crois que le débat de ce soir, c'est aussi un débat qui permet de croiser les regards. Et donc ça aussi, c'est dans l'ADN de l'Institut. Peut-être pour illustrer ça de façon un peu plus concrète, cette richesse des regards, cette richesse d'analyse, sur le sujet qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire les professionnels de jeunesse, on a d'abord un éclairage quantitatif, puisqu'on suit le nombre des délivrances de BAFA, les caractéristiques des personnes qui ont ce BAFA ou le BAFD. On a des enquêtes sur l'insertion professionnelle des personnes titulaires du BP-GEPS, par exemple. Ça, c'est le regard quantitatif. On a aussi un regard historique qui est important. On regarde en arrière aussi, avec notre centre de documentation qui, sur ces sujets-là, permet d'avoir des archives, les témoignages du passé. Yael parlait un peu d'un retour vers le passé, là, avec
ou vers le futur. Et donc, en l'occurrence, il y a par exemple toute la richesse de ce qui a été publié par l'INJEP dans le passé, qui a une riche histoire, comme vous le savez. Par exemple, les cahiers de l'animation qui sont conservés dans notre centre de documentation, qui est accessible, j'en profite pour le dire, à tous et toutes. Et donc, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Et enfin, j'en parlais, avec le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, on a un éclairage de terrain, puisqu'on a mis en œuvre, avec des professionnels de terrain, de jeunesse, de très très nombreuses actions dans les missions locales, dans les centres d'animation, à l'école, au collège, dans les lycées, en prison. Enfin, voilà. Donc on a aussi un regard de terrain très riche. Et puis le regard de la recherche, je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup plus, puisque c'est ce qu'on va voir ce soir avec cette nouvelle publication d'Agora. J'ai déjà été assez long, mais juste avant de passer la parole à nouveau à Yael, je souhaitais remercier nos 4 intervenants d'avoir accepté de jouer le jeu, et particulièrement Valérie Becquet pour la coordination. Pardon, voilà, c'est là où je ne suis pas... Pardon, c'est moi. Mais en tout cas, je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté de coordonner et d'introduire ce dossier. Et Yael, je te redonne la parole. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est aujourd'hui une conférence débat. Donc vous avez, comme son nom l'indique, il y a une partie conférence, une partie débat, dont l'objectif est de discuter d'un numéro que forcément vous n'avez pas lu parce qu'il est en train de paraître. Il n'est pas encore en ligne et il existe en version papier depuis pas beaucoup de jours. Donc autant vous dire que l'idée, ça va être à la fois de discuter du numéro que par contre les intervenantes et les intervenants et l'intervenant ont lu, mais aussi de montrer combien un dossier de revue scientifique ne fait pas l'exhaustivité des discussions qu'on pourrait avoir sur le champ. Vous allez voir, l'idée et la difficulté ou le défi qu'on a posé avec Valérie Becquet aux intervenantes et à l'intervenant, ça a été de réagir, de dire par rapport à leur propre expertise, comment ça pouvait résonner dans leurs travaux, dans leurs propres travaux, ces questions de professionnalité et ces questions de professionnels de jeunesse. Alors la revue, ce n'est pas une revue qui ne porte que sur les professionnels de jeunesse, vous vous en doutez. Les prochains numéros porteront sur le sport et le genre, sur les parcours des jeunes en institution ou encore sur les politiques locales de jeunesse pour vous divulgacher la programmation de 2023. L'idée là, c'est de vous montrer comment en fait finalement c'est une revue qui a fêté ses 25 ans il y a un mois, qui en est à 89 numéros et pour autant qui n'a jamais porté le regard directement sur les professionnels de jeunesse. Il y a eu des numéros sur les animatrices ou les animateurs. Il y a eu des numéros sur le secteur de l'animation socioculturelle, même plus largement. Mais pour autant, se poser la question de la construction de ces professionnalités, c'était une question relativement nouvelle que proposait Valérie Becquet au comité de rédaction et qui a été très largement soutenue par le comité de rédaction. Pour vous dire un tout petit peu, l'histoire d'un numéro, c'est plus de 18 mois de préparation, entre le moment où on va en discuter avec les 30 personnes qui sont membres du comité de rédaction, l'appel à contribution qui est lancé à tous les chercheurs pour proposer des papiers et des propositions d'articles, et forcément une étape toujours difficile de sélection des papiers, puisque la revue est limitée en nombre de pages, et que donc on va publier 5 ou 6 articles, et puis on va beaucoup embêter avec ma collègue Marianne Autain, les autrices et les auteurs sur la taille des articles, sur l'accessibilité des articles, puisque c'est une revue de recherche en sciences sociales qui a pour vocation d'être accessible au plus grand nombre. Alors sans penser que le plus grand nombre est forcément monstrueusement... voilà, n'empêche que l'idée c'est que les papiers soient accessibles, que les notions ou les concepts mobilisés soient définis, que les tableaux graphiques soient bien explicités et tout ça. Donc Valérie Becquet, qui a coordonné le numéro, elle est professeure à l'université de Cergy en sciences de l'éducation. Elle l'a coordonné et elle vient aussi de publier un ouvrage sur les professionnels de jeunesse et la sociologie d'un monde fragmenté. Voilà. Donc elle fait une double publication, mais aujourd'hui elle se contentera de parler du numéro de la revue. Mais pour autant, c'est intéressant parce que du coup, elle a sélectionné, et l'appel à contribution a tourné autour d'une certaine définition, ou en tout cas proposition d'interpellation sur la construction même des professionnels de jeunesse et de la définition de la professionnalité de jeunesse. Et puis, donc Valérie, elle va présenter un peu l'histoire de ce dossier et comment c'est arrivé. Et puis ensuite, on a invité 3 expertes et experts, mais en même temps, expertes et experts, pas forcément du dossier. Ils et elles n'ont pas écrit dans le dossier, ils et elles ne font pas partie du comité de rédaction.
Donc on leur a envoyé, une fois que le dossier était prêt à imprimer, toute l'histoire. Et donc, dans un premier temps, Fanny Salan, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Nanterre, qui travaille sur la construction des professionnalités, notamment dans le monde enseignant, viendra apporter son expertise. Et puis ensuite, on laissera la parole à Lise Demailly, qui est professeure des universités en sociologie à l'Université de Lille, qui est spécialiste en sociologie des professions et qui a notamment étudié les métiers relationnels et leur transformation. Et puis, enfin, on cédera la place à Bruno Jarry, qui est directeur du CLAVIM, donc le centre culture, loisirs, animation de la ville Issy-les-Moulineaux. Le défi qui s'impose à eux et qui s'imposera à vous après, c'est ensuite de discuter tout ce dont on aura discuté, tout ce qu'ils auront présenté, ce qu'elles auront présenté, et d'en arriver à la question, à vos interpellations, à un temps de débat et de discussion. Sans plus attendre, Valérie, je te laisse la parole. Merci Yaël pour cette introduction. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous avons lancé cette aventure de publier un dossier sur les professionnels de la jeunesse ou des professionnels de jeunesse. Déjà, on a 2 désignations qui peut-être racontent quelque chose sur une difficulté à les nommer justement. Alors je vais essayer de vous raconter pourquoi j'en suis venue à proposer ce dossier finalement au comité de rédaction, sachant que je ne suis pas du tout une spécialiste, je ne suis pas une sociologue du travail, je ne suis pas une sociologue des professions. Je travaille plutôt sur les questions d'engagement des jeunes, de politique de jeunesse et d'éducation dans le champ de la citoyenneté, donc ça peut paraître de prime abord assez loin. Et pourtant, c'est à partir de mes expériences que j'ai décidé à un moment de m'intéresser à ces professionnels. Alors cette expérience, elle est double, on ne choisit jamais un sujet par hasard. D'une part, des constats liés à la recherche. Quand on travaille sur des associations, sur des dispositifs publics, le service civique, des conseils de jeunes, des politiques locales dans le champ de la citoyenneté, ou même des dispositifs de participation des élèves. On s'intéresse souvent aux jeunes, hein, qu'est-ce qu'ils font, aux élèves, est-ce qu'ils s'engagent, pourquoi, comment, ceci. Et on oublie souvent de s'intéresser aux professionnels qui participent à la conception et à la mise en œuvre de ces dispositifs. Donc en fait, c'est un peu... pourtant, ces professionnels, on les rencontre sans arrêt. On les rencontre parce qu'ils nous aident à ouvrir les terrains. Déjà, souvent, c'est grâce à eux si on peut finalement interroger les jeunes et les élèves. Mais, et aussi parce qu'ils ont des demandes de connaissances. Hein. Par exemple, on fait des conférences auprès des animateurs des conseils de jeunesse. Voilà. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on sait des animateurs des conseils de jeunesse ? Voilà. Ou de la jeunesse ou des conseils municipaux d'enfants et de jeunes. Et en fait, c'est parti déjà de ce premier constat de me dire, je croise des personnes, mais finalement, je ne me suis pas nécessairement intéressée à ce qu'ils font concrètement pour soutenir l'engagement ou de leur journée plus largement. Le deuxième constat, c'est lié à un constat de formation. Quand j'ai dirigé un master pendant 7 ans, et donc pendant 7 ans, j'ai formé des professionnels du champ de la jeunesse, du champ socio-éducatif. Et Fanny Salan, qui est dans la même situation que moi, pourra peut-être faire écho également à son expérience. Et finalement, les étudiants, quand on les forme, vous demandent toujours, mais quel professionnel vais-je devenir ? C'est-à-dire, finalement, vous me formez à quel métier exactement ? Quand on leur dit vous pouvez devenir un professionnel du champ de la jeunesse, de l'enfance ou du socio-éducatif, finalement, on leur donne peu d'indications sur ce qu'ils vont faire concrètement de leur journée, à part intervenir en direction d'un public, mettre en œuvre des dispositifs. Mais au-delà de ça, ça manque un peu d'épaisseur. Voilà. Du coup, on se rend compte que là aussi, on manque peut-être d'informations, de connaissances sur ces professionnels. Et en croisant ces 2 interrogations, j'ai donc décidé de partir un peu à l'aventure de ce dossier et puis de cet ouvrage qui est éminemment complémentaire. Hein, les 2 sont complémentaires. Après, quand on se dit je vais travailler sur les professionnels de jeunesse ou de la jeunesse, on rentre un peu dans le dur de la question et on regarde les travaux de recherche qui existent. Et là, on fait 2 constats principaux. Surtout un grand, il y a tout un ensemble de travaux de recherche qui vont porter sur des types de professionnels. Les animateurs socioculturels, les éducateurs spécialisés, les éducateurs de la PJJ,
ou alors sur des professionnels à travers la mise en œuvre de dispositifs, les centres éducatifs fermés, etc. etc. Bon. Et donc là, on est sur des logiques finalement de corps professionnels, où on étudie finalement l'emploi, le marché du travail, la formation, etc. Études, on va dire, classiques, ne voyez pas dimension péjorative dans le caractère classique de ces travaux, et plus que nécessaire. J'ai oublié les conseillers en mission locale aussi, où il y a eu des travaux sur eux. Et en fait, en lisant ces travaux, je me suis dit, oui, mais est-ce que finalement on se pose la question des porosités entre ces différents professionnels, peut-être du changement d'activité, ou peut-être qu'il y a d'autres professionnels qui interviennent, qui finalement surgissent, sont constitués par l'action publique ou par le terrain, et qui eux aussi interviendraient en direction des jeunes. Alors j'ai considéré l'importance de ces trois on va dire, professions un peu établies en direction des jeunes, que sont les animateurs socioculturels, les éducateurs, on va dire spécialisés, PJJ, et puis les conseillers, souvent mission locale, en insertion, qui sont à mon avis les trois piliers en fait, de l'intervention en direction des jeunes. Et puis il y a les autres. Il y a les autres au sujet desquels on ne sait pas nécessairement grand-chose. Ça, c'était un premier élément qui me semblait important. Finalement, est-ce qu'on peut trouver d'autres professionnels ? D'autant plus, pour une précision, c'est que les personnes qui travaillent sur les éducateurs, les animateurs, etc., il y a beaucoup de débats. Est-ce que ce sont des groupes professionnels homogènes ? Est-ce que leur travail a évolué ? Donc il y a déjà toute une dynamique de pensée autour de chacun des professionnels. Donc vous voyez, en voulant travailler sur ces autres professionnels, je voulais finalement élargir et peut-être me compliquer l'existence, mais en tout cas élargir la réflexion à d'autres acteurs. Et cette réflexion, elle pas se justifiait, mais elle devenait aussi intéressante à partir du moment où on regarde ce qui se passe du côté de l'Europe. C'est-à-dire, ça, Francine Lavadi l'a mis en évidence dans un chapitre ici, il y a, au-delà d'une catégorie indigène qui est au local, on parle de professionnels de jeunesse en désignant des acteurs très hétérogènes, on a à l'échelon européen une catégorie qui émerge, qui s'institutionnalise, qui se normalise, qui est la catégorie du youth worker et le youth work. Et il se trouve, et là je fais un clin d'œil aussi à Francis Lebon qui est face à moi et qui a déjà aussi travaillé sur ces questions, à Laurent Besse aussi, c'est que ce youth worker, en France, finalement, on l'a traduit par l'animateur socio-éducatif. Et donc, cette traduction pratique qui sert les acteurs, qui s'explique aussi par la manière dont les organisations de jeunesse sont représentées à l'échelon européen, finalement, ça réduit quelque part cette conception du travailleur de jeunesse version européenne à la traduction française, puisque ça exclut tout un ensemble d'acteurs. Et là, du coup, je me suis dit, tiens, c'est étrange, là, à nouveau, pour des raisons pratiques, finalement, d'exclure tout un ensemble d'acteurs qui, moi, me semble légitime. Et c'est d'autant plus légitime que cette réflexion européenne, elle s'accélère. Il y a de plus en plus de formations, de référentiels, de manières de penser ce travail de jeunesse. La stratégie européenne de jeunesse 2019-2027 est encore plus prolifique en discours sur les travailleurs de jeunesse. On voit également qu'il y a aujourd'hui, en décembre 2020, il y a eu la 3e Convention européenne du travail de jeunesse qui a été organisée à l'échelon européen. Donc voilà, à l'échelon européen, ça parle de travail de jeunesse, et puis à l'échelon français, on voit une réduction à une catégorie d'acteurs qui ne me semble pas recouvrir l'ensemble des personnes qui interviennent en direction des jeunes. Et de tous ces questionnements est né un peu ce travail, c'est-à-dire l'idée de finalement à la fois s'intéresser à des acteurs que je ne connais pas, tenir compte d'un champ de recherche qui est dynamique, mais qui est finalement avec une approche très sectorielle ou par corps professionnel, et puis un discours européen qui quand même commence à normaliser à normaliser une conception de la jeunesse. Alors, dans ce dossier, du coup, je suis partie de l'idée qu'on ne pouvait pas vraiment parler de groupe professionnel, de professionnels de la jeunesse, de monde professionnel, j'étais pas bien sûre.
Alors j'ai utilisé le terme le plus large possible. Quand on débute, c'est pratique. J'ai parlé un peu de constellation d'acteurs. Donc nous sommes en pleine dans le ciel. Il y a beaucoup d'étoiles, c'est un peu ça la métaphore. Et en fait, l'idée que les professionnels de jeunesse formeraient une constellation d'acteurs qui serait, dont les contours, dont les frontières, dont le périmètre seraient définis à la fois par des secteurs d'intervention. Et là, en termes de secteurs d'intervention, on a le socio-éducatif, le social, le sport, l'insertion, la justice, la culture, et peut-être encore, des destinataires principaux, les jeunes, mais aussi secondaires, parce qu'il se trouve que, par exemple, dans le champ de la santé, des personnes peuvent intervenir auprès des jeunes, mais pas seulement, donc des destinataires principaux et secondaires, qui sont sous-catégorisés, des adolescents, des jeunes en difficulté, des jeunes vulnérables, des jeunes placés, etc., etc., avec aussi des référentiels dits normatifs, c'est-à-dire des missions, on peut dire, éduquer, prévenir, contrôler, accompagner, insérer, faire de la médiation, du conseil, là aussi, activer les jeunes aussi. Et enfin, tout ça orchestré dans des dispositifs qui seraient assez ciblés, territorialisés et plutôt changeants. Du coup, cette constellation, elle est un peu floue, un peu encombrée aussi. On a voulu construire ce dossier à l'intérieur finalement de cette constellation, si je suis à peu près claire dans mes métaphores. Voilà. Alors, comment faire et comment choisir finalement des articles qui à la fois permettraient d'illustrer, d'apporter une première contribution à une analyse de cette hétérogénéité propre à ces professionnels, à ce type d'acteurs qui interviennent en direction des jeunes, qui finalement ne reviendrait pas à traiter catégorie par catégorie un article sur les animateurs, un article sur les éducateurs, etc. etc. Comment faire? Voilà. Donc, ce n'est pas un choix très évident, ce n'est pas pour me trouver des excuses, mais finalement, la sélection des articles, il faut arriver à trouver des contributions, et là, on peut remercier les auteurs qui ont contribué à ce dossier sur lesquels je vais revenir, c'est arriver à trouver des articles qui portent sur un professionnel, mais mettent en évidence des chemins de traverse, des biais, des frontières pas évidentes, de la porosité dans l'action ou dans les contextes de travail. Donc, je vais en venir à citer les cinq articles qui ont été retenus. Le premier article, et vous allez comprendre pourquoi ils ont été retenus. Le premier article, je le fais dans l'ordre, hein, c'est l'article de Romain Bertrand, qui est doctorant en anthropologie, qui s'intitule « Dynamique professionnelle et pratiques éducatives en prévention de la radicalisation, une approche par les épreuves de professionnalité ». Alors, du coup, le terme « épreuve de professionnalité » est intéressante, où là, il nous explique comment, finalement, ce sont des éducateurs spécialisés, la prévention spécialisée, qui s'est retrouvée, par décision du préfet, à devoir prendre en charge la question de la radicalisation des jeunes. Et qui nous explique comment ces éducateurs spécialisés, qui ont une conception de leur métier, se retrouvent bousculés par cette attribution, cette mission, cette charge qui leur est confiée. Donc là, pareil, un contexte des éducateurs qui ont un contexte de travail assez précis, qui d'un coup se retrouvent bousculés par une décision publique. J'ai encore un petit peu de temps, ça va, merci. Le deuxième article, c'est celui de Thibaut Pombet, qui s'occupait des jeunes ou occupait les jeunes, professionnalité et mandat des animatrices à l'hôpital. Alors voilà les animateurs, on ne les a pas oubliés, mais dans cet article, j'ai décidé, l'auteur, la sélection de cet article repose sur l'idée que l'auteur prend cette catégorie qu'on connaît bien, qu'on pense bien connaître, et puis la déplace dans un champ professionnel, dans un contexte professionnel qui est l'hôpital. Et donc, l'hôpital avec l'hospitalisation des enfants, des adolescents, etc. Et des animateurs qui se retrouvent coincés, ou en tout cas qui essaient de construire leur position face à un corps médical qui ne sait pas très bien quoi en faire, mais qui en même temps en a besoin. Donc voilà, et ça repose la question de leur place, de leur identité, de leur marge de manœuvre. Le troisième article est écrit par Yannick Hernandez, Stéphanie Ruby et Pascal Tosi. Il porte sur les ludothécaires. Là encore, un professionnel auquel on ne pense pas de prime abord quand on parle des professionnels de jeunesse. Donc, ludothécaire et champ professionnel du jeu, entre politisation de l'action territoriale et défense d'une juridiction particulière.
Et là, en fait, on va se déplacer vers le local de l'action publique locale de la ville, où là, en fait, on a une profession qui est déjà dans les contours peuvent être changeants, fluctuants, etc. Et qui doit construire une intervention en direction des jeunes. C'est-à-dire que les ludothécaires, ce n'est pas simplement les enfants, c'est aussi les jeunes, et puis qui sont pris dans des injonctions un peu paradoxales en fonction des élus, en fonction des autres partenaires, qui les tirent à droite, à gauche, etc. Quel est notre rôle, quelle est notre juridiction d'intervention? L'article suivant, celui de Marie-Eugénia Longo, Thierry Berthet et Jérémy Alfonsi, faire face aux injonctions paradoxales par la pratique sur les intervenants en emploi auprès des jeunes vulnérables en France et au Québec, nous permet un petit pas de côté qui nous a permis de discuter avec Marie-Eugénia Longo sur le fait qu'il y avait des évolutions vraiment communes. En fait, on avait beaucoup de choses à se dire entre la France et le Québec. Bon, ça, on a l'habitude d'avoir des choses à se dire. Mais là, sur l'évolution justement de ces professionnels, et où, en fait, à travers cette comparaison, ils mettent en évidence comment des intervenants qui ne sont pas simplement des conseillers missions locales, mais d'autres types d'intervenants, finalement, ils ont à la fois des injonctions liées aux transformations de l'action publique, des normes de gestion, comment penser l'accompagnement, comment penser les publics, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces jeunes vulnérables. Et là, pareil, des intervenants qui sont tirés à droite, à gauche, dans ce qu'ils voudraient faire, dans ce qu'ils doivent faire, dans le temps qu'ils ont pour le faire. Vous voyez, il y a toujours finalement de balancement. C'est très dansant comme dossier. Et le dernier article, c'est celui de Alexis Alamel et Marc Dumont. Et là, on se déplace du côté de la géographie, des géographes. Et ça, c'est intéressant d'avoir aussi notre regard disciplinaire sur les politiques métropolitaines de jeunesse à l'ère des réformes territoriales en France, qui finalement fait un peu écho à celui sur les ludothécaires, puisqu'on est vraiment dans le politique local. Et là, à travers l'analyse du du PIA, donc le programme investissement d'avenir, donc qui est quelque chose qui vient de l'État, et ce programme qui est porteur d'un certain nombre de normes d'action, le partenariat, le projet, etc., conduit à l'émergence d'un type de professionnel où finalement oblige des professionnels à travailler complètement autrement, à revoir leur position. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est une analyse par les parcours. Voilà, c'est de dire que les professionnels vraiment connaissent des déplacements de position, des déplacements d'activité, et puis des nouveaux professionnels sont créés. On invente des nouveaux professionnels pour arriver à mettre en œuvre ces politiques métropolitaines. J'ai presque... Ça va? OK. Voilà, donc 5 contributions. Alors, quand on lit le sommaire comme ça, on se dit, on part un peu dans tous les sens. Mais non, en fait, si vous lisez le dossier, ce que vous allez faire dès qu'il sera en ligne, en lisant le dossier, vous vous rendrez compte que en fait, ces professionnels, ils sont pris dans des dynamiques finalement relativement proches, similaires, transversales. Et c'était aussi une idée du dossier, c'était de travailler les dynamiques de transformation de l'activité professionnelle de manière transversale. Voilà, donc on poursuit beaucoup d'objectifs à la fois, mais en même temps, je trouve que ça pose un certain nombre de jalons. Et ces jalons, dans ce dossier, ils apparaissent, à mon avis, autour de la transformation des normes d'action publique, la nouvelle gestion publique, je pense que vous en avez entendu parler, la montée des dispositifs qui bousculent énormément les choses, et puis des registres d'intervention qui changent. On passe de l'accompagnement individuel à l'accompagnement collectif, comme ça, du jour au lendemain. On passe du soutien à des phénomènes d'activation, des registres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis, la deuxième grosse évolution qui ressort de ces articles quand on les lit de manière transversale, c'est les effets de la territorialisation de l'action publique, où là, clairement, les lois successives, avec la montée du local, qui n'est pas récente, mais qui s'est accrue, fait que le local, comme territoire, le micro-territoire, y compris même le quartier, redéfinit le travail des professionnels, définit des contextes de travail qui ne sont pas sans effet, bien évidemment, sur le quotidien de ces personnes. Pour conclure, j'ai proposé l'idée que
il y aurait des... Alors là, j'ai beaucoup fait référence aussi aux travaux de Didier Demazière, hein, autour des dynamiques des activités professionnelles. Et là, j'ai proposé 3 dynamiques des activités professionnelles, alors que je mets plus à la discussion qu'autre chose, puisque quand on se lance dans une aventure, on n'a pas nécessairement trop de certitude sur les résultats, mais en tout cas qui me semble à travailler, à approfondir. Il y aurait, en termes de dynamique des activités professionnelles, une dynamique de déplacement des activités professionnelles qui pourrait se caractériser par des changements conséquents, importants, vraiment importants, conséquents d'activités ou de contextes professionnels qui ont des impacts importants, en profondeur, voire fragilisants sur les professionnels. Voilà. Donc les animateurs qui vont travailler à l'hôpital, par exemple, on pourrait considérer qu'on a un vrai déplacement qui redéfinit complètement l'identité de cet animateur. Deuxième dynamique, des dynamiques d'ajustement. Alors c'est plus soft, c'est plus pervers aussi parfois, c'est-à-dire on a une modification des activités par les dispositifs, par les normes de gestion ou les référentiels, et qui sont progressivement appropriés. Mais dans le progressivement approprié, il peut y avoir aussi de la résistance, de l'épreuve, de la difficulté. Et ça, c'est peut-être ce que connaissent beaucoup de professionnels actuellement, et depuis de nombreuses années, à mon avis. Et enfin, les dynamiques d'émergence, c'est-à-dire la création, l'expérimentation, le surgissement d'activités, voire même de types de professionnels, des référents, des coordinateurs, des chargés de mission, des chargés de projet. Qui sont ces gens finalement pardon, si vous êtes là, excusez-moi. Qui êtes-vous qui finalement entraînent la définition de fonctions, de métiers qui ne sont pas caractérisés par des marchés d'emploi stables, qui ne sont pas nécessairement caractérisés par des formations stables, qui sont fluctuantes, qui sont assez incertaines et qui dans des dynamiques d'émergence. Vous avez peut-être remarqué que dans mon intervention, je n'ai pas utilisé le terme vraiment nouveau. C'est un terme, est-ce qu'il y a des nouveaux professionnels ? Je pense que pas nécessairement, je pense qu'on est plutôt sur ces dynamiques-là. Bien sûr, le débat est ouvert. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Valérie, et merci d'avoir relevé le défi de présenter un dossier aussi éclectique malgré tout dans ses contributions et puis dans son histoire, et d'être revenu à la fois sur son histoire, ses enjeux, et puis de poser des questions directement en termes de catégorisation, de déplacement, d'ajustement, d'émergence sur les professionnels de jeunesse. Alors, sans transition vraiment, je vais céder la parole à Fanny Salane, du coup, pour qu'elle nous propose sa lecture du dossier au regard de son expertise de chercheuse en sciences de l'éducation sur d'autres manières de travailler la question des professionnalités. Très bien, merci beaucoup. Donc, je commencerai, comme la tradition le veut, par remercier Yael Amselem-Mingui et aussi Valérie Becquet pour leur invitation à discuter ce numéro. Remerciement vraiment sincère, parce que d'abord, ça m'a donné l'occasion de lire en avant-première ce numéro, donc déjà, c'est un honneur. Et puis surtout en intégralité, ce qui finalement m'arrive plus souvent, ne m'arrive plus souvent de lire intégralement un numéro, donc vraiment, merci beaucoup. Alors, j'interviendrai à plusieurs titres ici, c'est un peu la question d'où tu parles, donc d'où je parle. J'ai été invitée, je pense, pour mes champs de recherche, d'expertise et d'intérêt qui sont multiples et variés et qui s'intéressent beaucoup aux professionnels et professionnels de l'éducation, de la formation et de l'animation. Je m'appuierai sur mes recherches sur l'éducation en milieu contraint et plus précisément sur mes recherches sur le monde carcéral et plus précisément sur mes recherches sur les enseignants dans le monde carcéral et puis des recherches aussi sur les jeunes de quartiers populaires et sur les professionnels de jeunesse. Dans le cadre de ces recherches, c'est notamment la question identitaire qui a été et qui est toujours au cœur de mes réflexions. Je m'intéresse aux transitions professionnelles, aux recompositions, aux transactions identitaires qui en résultent. Et je fais référence ici notamment aux nombreux travaux d'André Balleux et de Thérèse Pérez-Roux en sciences de l'éducation ou encore
les travaux de Claude Dubart. Des recompositions qui traversent et qui travaillent des professions à la fois dites établies, installées, comme celle des enseignants et des enseignantes par exemple, mais aussi des professions dites émergentes ou encore floues, instables. On y reviendra. Je souhaiterais aussi, et peut-être ça c'était pas forcément envisagé ni par Yael ni par Valérie, mais indiquer ma posture d'enseignante, de formatrice et de responsable d'un parcours de master en sciences de l'éducation, parcours qui est intitulé Cadre d'intervention en terrain sensible, que je dirige donc à l'université Paris-Nanterre, et c'est l'accompagnement de nombreux et nombreuses étudiants et étudiantes dans leur mémoire notamment, mais plus globalement dans leur parcours de formation qui sera évoqué ici. Il m'a donné matière à analyse, matière à réflexion depuis plus de 10 ans maintenant, et ce parcours de master forme ou reçoit des professionnels qui sont dans des institutions bien repérées ou qui se logent justement dans les interstices institutionnels, à l'interface de l'école et de la famille, de l'école et des collectivités territoriales, de la justice et du travail social, etc. etc. Très rapidement, c'est des métiers identifiés comme référents de programmes de réussite éducative, responsables de dispositifs locaux, de prise en charge de public dit à besoins particuliers, responsable de points ou bureaux information jeunesse, et de manière plus récente, des éducateurs ou éducatrices dans le cadre des plans de lutte de lutte et de prévention de la radicalisation ou chargés de mission cité éducative par exemple. Certains de ces étudiants qui sont en formation continue ou qui sont détentrices d'un diplôme de travail social avec une expérience professionnelle mettent parfois à profit le temps de la formation pour questionner leurs pratiques professionnelles et les nombreuses injonctions parfois contradictoires qui leur sont faites et qui peuvent mettre à mal leur positionnement et leur identité professionnelle. Et je tiens également aussi à signaler mes interventions dans le cadre de conventions auprès d'étudiantes dans le champ du travail social et dans le champ de la santé. Ces conventions interrogent sur ce que l'universitarisation fait à ces formations, à leur contenu, à l'identité professionnelle et au parcours des formateurs qui interviennent dans ces formations, mais aussi au positionnement des étudiants et étudiantes et à leur professionnalisation. Donc, comme je le disais en ouverture, j'ai eu l'opportunité et le privilège de lire ce dossier en intégralité et j'y ai trouvé beaucoup de liens, alors heureusement, avec mes propres recherches et intérêts. Et pour mon intervention, j'ai souhaité relever 3 points qui me sont venus à la lecture et que j'aimerais soumettre à la réflexion, à la discussion. Il s'agit bien évidemment d'une sélection et je ne prétends ni à l'objectivité ni à l'exhaustivité. Alors le premier point qui fait écho à mes préoccupations et mes recherches concerne la question occupationnelle. Si elle est présente explicitement dans l'article de Thibaut Pombé sur les animateurs socioculturels intervenant à l'hôpital, je cite « s'occuper des jeunes » ou « occuper les jeunes », point d'interrogation. Elle apparaît finalement en filigrane dans d'autres articles du dossier et se révèle centrale dans les recherches sur les professionnels de jeunesse. Cela interroge plus globalement la mission éducative et la manière dont elle est perçue, analysée, comprise, mobilisée par les différents acteurs et la manière dont elle s'articule aux autres missions de santé, de sécurité par exemple. Quand on s'intéresse notamment à l'éducation et à l'école en milieu carcéral, on ne peut qu'être interpellé par leur place et la façon dont elles sont perçues. Ainsi, l'enseignement apparaît souvent sous le vocable d'activité. C'est notamment, je cite le cas dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui instaure une obligation d'activité pour les personnes détenues, et ces activités appartiennent aux domaines suivants, je cite, travail, formation professionnelle, enseignement, programme de prévention de la récidive, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques. On peut se demander alors dans quelle mesure les pratiques formatives et éducatives en prison n'ont pas finalement plus une vertu occupationnelle ou pacificatrice qu'émancipatrice, et finalement n'ont pas pour but l'insertion carcérale,
Si je reprends l'analyse de Philippe Marie et Stéphane Durvio, elle servirait finalement à la stabilité de l'institution en occupant les personnes détenues pour qui l'oisiveté est toujours perçue comme délétère. Je pense que cette perception de l'oisiveté comme délétère fait écho à la façon dont on perçoit l'oisiveté pour les jeunes. Là aussi, les animateurs ont parfois l'impression d'être utilisés comme des éléments de pacification sociale en s'occupant des jeunes, en occupant les jeunes, et non forcément comme des éléments d'émancipation. Du coup, allons au-delà de ce constat. Qu'est-ce que cela nous dit de l'instrumentalisation des missions des professionnels, de l'enseignement, de la formation, de l'animation par les institutions et par les autres professionnels? Qu'est-ce que cela nous dit de la reconnaissance des spécificités de leur intervention? Pour moi, cela participe du brouillage des missions de ces professionnels. Cela questionne le sens profond de ce qui fait éducation, comme le relevaient d'ailleurs Gilles Chantraine et Nicolas Salé dans les établissements pour mineurs. Ils ont en effet montré qu'il existait un conflit de juridiction autour de l'acte d'éduquer, puisque les surveillants en EPM, en établissement pour mineurs, revendiquaient finalement être aussi des éducateurs et finalement être les vrais éducateurs. Les enjeux éthiques qui se posent alors aux éducateurs de la PJJ sont d'ailleurs, je trouve, très proches de ceux soulevés par Romain Bertrand dans son article sur les éducateurs de la prévention spécialisée qui interviennent dans des missions de prévention de la radicalisation. Le deuxième point concerne les nouvelles formes de gouvernance qui ont pénétré tous les domaines de l'intervention sociale et éducative et qui amènent à des déplacements, des redéfinitions des missions, à une complexification et à un alourdissement des tâches des professionnels. On les retrouve explicitement dans l'usage de l'expression New Public Management ou Nouvelle Gestion Publique dans l'article sur les ludothécaires, dans celui sur les professionnels intervenant sur l'insertion professionnelle des jeunes et aussi dans celui sur les professionnels de l'action communale. Dans mes recherches, c'est un élément présent, très présent dans le discours des enseignants en milieu carcéral et qui se sont parfois éloignés du milieu ordinaire, notamment pour ces raisons. Ils y dénoncent en effet la bureaucratisation d'un travail qu'ils ont parfois du mal à reconnaître. Comme l'ont démontré Magali Danner, Géraldine Farge, Héloïse Fradkin et Sandrine Garcia en 2019 dans leur enquête sur les démissions de l'éducation nationale pour les enseignants, ce n'est finalement pas tant la pression liée au processus d'évaluation, aux injonctions de performance, de résultats qui les décident, mais c'est plus l'alourdissement, la diversification des tâches dans un contexte d'augmentation du travail bureaucratique et de reddition de comptes, tâches jugées inutiles qui les épuisent et les éloignent de ce qu'ils nomment leur cœur de métier. Et il relie ces modifications profondes de la profession enseignante à une perte d'autonomie, autonomie qu'ils retrouvent pour certains en exerçant un milieu carcéral. L'importance de l'impact de la nouvelle gestion publique s'est également retrouvée chez les animateurs avec lesquels nous avons travaillé dans la recherche collective Pop-Art, qui est une recherche participative sur et avec les jeunes de quartiers populaires. Et ces animateurs interrogent les conséquences de la diffusion et de la généralisation de la logique projet dans leur métier de travailleurs de jeunesse. Par le projet, ils doivent prouver leur plus-value, se démarquer de la concurrence, réussir à capter, à enrôler un public, le garder, le fidéliser, le faire venir aux actions, alors qu'ils insistent en même temps sur la nécessité d'instaurer un cadre non contraint et une libre adhésion des jeunes. Plus globalement, la critique de la nouvelle gestion publique est forte. Selon eux, leur métier se construit dans le lien, dans l'informel, dans la durée, et s'accommode mal d'une logique comptable qui leur demande de quantifier leurs actions et de rendre des comptes. Dans ce contexte, ils se retrouvent parfois sommés de mettre à distance et de se mettre à distance de certains publics, comme les grands, ce qu'ils nomment et ce qui se nomment les grands, les jeunes vieux, si je reprends l'expression de Coralie Lessard, que certaines municipalités voudraient bien voir sortir des structures. Ces grands, qu'ils ont parfois été, sont soupçonnés de s'adonner à des activités délictueuses et illégales, et s'ils font parfois mauvais genre,
ce sont très souvent des garçons, majoritairement, autour et dans la structure. Ils sont aussi des facteurs de stabilité et des pourvoyeurs de public. Les animateurs sont alors tiraillés entre leur volonté de continuer à travailler avec ces jeunes vieux et les injonctions qui leur sont parfois faites de les mettre à distance. Ils peuvent alors mettre en place des tactiques pour résoudre cet impossible travail en créant une association, par exemple. Le troisième et dernier point relève bien évidemment des préoccupations que j'ai évoquées en me présentant sur les questions d'identité professionnelle en évolution et parfois en crise. Ce dossier s'intitule « Recomposition et ajustement des rôles et des métiers » et tous les articles du numéro s'intéressent au processus d'évolution et de mise en crise du champ professionnel, de la professionnalité, des pratiques, certes dans le champ des professionnels de jeunesse, mais je pense qu'on peut construire des ponts bien au-delà. Le numéro que nous avions dirigé avec Thérèse Pérez-Roux en 2013 dans la revue Recherche et formation s'intéressait à des professions installées comme la profession enseignante et à des groupes professionnels moins stabilisés comme les professeurs documentalistes ou les directeurs d'école. Il mettait bien en évidence comment les déplacements et la redéfinition des missions, la diversification des publics, l'émergence de questions vives relever d'épreuves de la professionnalité et participer au brouillage identitaire qui affectait alors l'image de soi professionnelle et la relation à autrui. La question de la reconnaissance apparaissait alors comme centrale pour comprendre les transactions identitaires à l'œuvre. Ce concept de reconnaissance me paraît vraiment important à souligner et fait partie des préoccupations des professionnels que je rencontre dans le cadre du parcours de master dont je suis responsable. Je vais évoquer ici rapidement 2 mémoires qui ont été sous ma direction. Le premier, mémoire de Saoussen Amouda, qui était alors assistante de service social et qui, dans le cadre de son mémoire, interrogeait la place du TSI, du travailleur social insertion, poste qu'elle occupait à l'époque et qui était amenée à travailler avec des conseillers en insertion professionnelle. Non, elle n'était pas seulement amenée à travailler avec eux, elle faisait le même métier, puisque ces 2 métiers étaient confondus dans la collectivité dans laquelle elle travaillait, sous une même appellation de référent unique. Et sa recherche mettait en lumière les injonctions dans lesquelles se trouvaient ces professionnels, loués pour leurs compétences spécifiques dans la prise en charge des usagers. Elles étaient sommées d'oublier leur identité pour coller aux attendus et coller à cette étiquette de référent unique. Selon cette étudiante, les valeurs du travail social et l'identité des travailleurs sociaux ont été ainsi fortement bousculées. Et ces épreuves de professionnalité les obligeaient à prendre position, si certaines réaffirmaient leur appartenance au travail social traditionnel et faisaient preuve de différentes tactiques pour échapper aux injonctions institutionnelles, d'autres élargissaient leur horizon professionnel pour composer et se créer une nouvelle identité professionnelle. Le deuxième mémoire dont je souhaiterais parler ici est celui de Steve Wilfried Mugangui sur les médiateurs urbains d'une ville du Grand Paris et ce qu'il a désigné comme étant leur malaise identitaire. Le sentiment et la peur du déclassement, l'absence de qualification et l'injonction à se former, la précarité, le manque de légitimité sont autant d'épreuves que traversent ces professionnels. Ils se retrouvent alors en situation de vulnérabilité redoublée par le fait qu'ils interviennent eux-mêmes auprès d'un public vulnérable, en position d'acteurs faibles, si je reprends l'expression de Jean-Paul Paillet, Frédéric Giuliani et Denis Lafourgue. Là encore, l'étudiant mobilisait le paradigme de la reconnaissance pour comprendre et analyser les déplacements et les transactions identitaires à l'œuvre. Voilà, et pour ne pas conclure, et parce que j'en aurais bien fait mon 4e point, mais je n'ai pas le temps, je finirai sur une ouverture, une interpellation. Ce dossier, mes travaux de recherche, ceux des étudiants que j'ai eu la chance d'encadrer, soulèvent un point qui me semble crucial. Ces déplacements, ces recompositions, ces transactions identitaires dessinent les contours d'une identité complexe, souvent hétérogène, éclatée, fragmentée, et cela pose la question, selon moi, de la difficulté à définir et à défendre une identité collective pour la plupart de ces professionnels. Je vous remercie. Merci beaucoup Fanny, merci d'avoir respecté également le temps. Si, ça y est, c'est bon, ça tient parfaitement. Et on va continuer à rentrer vraiment dans ce numéro avec
la lecture proposée par Lise de Mailly, qui va être forcément différente de celle de Fanny, ne serait-ce que parce qu'elles ne viennent pas des mêmes disciplines, elles ne couvrent pas les mêmes champs thématiques, elles n'ont pas la même expertise. Lise, c'est à vous. Merci. Bon, je remercie beaucoup Valérie et Yael de m'avoir invitée parce que j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce dossier. Je ne connais pas du tout les professions dont il était question dans le dossier, donc j'ai découvert plein de choses. Personnellement, je suis sociologue du travail et des professions, mais mes deux terrains, c'est d'une part l'éducation nationale, j'ai travaillé pendant 20 ans sur l'ensemble des métiers de l'éducation nationale, et depuis un certain nombre d'années, la psychiatrie publique. Donc, je vais intervenir en tant que sociologue des professions, et j'étais plus ou moins appelée par le texte introductif de Valérie, qui disait qu'elle souhaitait avoir une confrontation avec la sociologie des professions, donc j'assume le rôle. Au niveau de mes travaux empiriques, j'ai par exemple écrit un texte sur la professionnalisation incertaine des médiateurs de santé pair en santé mentale. Qui sont ces gens? Ce sont des malades psychiatriques en voie de rétablissement et qui ont été embauchés dans les services de psychiatrie publique pour servir d'intermédiaire finalement entre l'institution psychiatrique et les patients. Professionnalisation très difficile. J'expliquerai pourquoi. J'ai aussi écrit plusieurs textes théoriques de sociologie des professions, notamment pour essayer de créer une sociologie des professions à la française qui soit différente de la sociologie des professions américaine, laquelle se caractérise par une séparation très nette entre d'une part, les vraies professions établies, mais il y en a très peu. Les gens sont d'ailleurs, la liste de ces professions est d'ailleurs fait l'objet d'une réglementation. Ce sont des professions avec des licences, c'est-à-dire des droits d'exercice très exclusifs, comme médecin, avocat, juge, etc. Et des mandats, c'est-à-dire des missions prestigieuses. Et à côté de ces professions, il n'y a que ce qui s'appelle en anglo-américain des occupations. Alors, ça ne me paraissait pas du tout adapté à la situation de la société française, et donc j'ai cherché à créer un concept de groupe professionnel qui soit plus adapté à la société française. Bon, et par rapport au dossier que j'ai lu, la question se pose, est-ce que ces différents métiers arrivent ou non à se constituer en groupe professionnel? Donc c'est ça que je vais un petit peu traiter. La question que je vais traiter. J'ai aussi fait un travail dans le livre Politique de la relation sur les différents registres de l'action relationnelle. Registre thérapeutique, didactique, de l'accompagnement, du contrôle, en montrant comment dans chaque métier relationnel, il y a souvent une composition particulière de ces différents registres, lesquels peuvent se compléter harmonieusement, mais peuvent aussi entrer en contradiction les uns avec les autres. Alors donc, je vais dans un premier temps vous exposer mes outils théoriques et dans un deuxième temps, je vais les appliquer aux 5 cas du dossier. Alors, premier outil, l'idée de triangle de négociation. Le triangle de la négociation, c'est un triangle entre mandat, propriété et reconnaissance. Ce triangle caractérise l'échange social autour du travail et c'est lui qui construit la professionnalité. La professionnalité, c'est-à-dire l'ensemble des habiletés considérées comme caractérisant normalement les membres d'un groupe professionnel à une époque donnée. Donc il faut qu'il y ait un triangle de négociation entre d'une part les propriétés des individus, d'autre part le mandat, c'est-à-dire les missions qu'on leur confie, et troisièmement un processus de reconnaissance sociale qui se traduit par le salaire et qui se traduit par de la reconnaissance au niveau symbolique. Alors les propriétés que l'on peut échanger dans cet échange social autour du travail, elles sont de 3 types.
ça peut être des qualifications, des certifications. Dans ce cas-là, les propriétés sont en quelque sorte garanties par des formations, des diplômes, des concours, des listes de qualifications, etc. Et ce, souvent de manière collective. Ce peut être des compétences, c'est-à-dire des savoir-faire, des savoir-être, qui sont évaluables par rapport à une organisation donnée, qui sont acquis en cours de formation ou en cours de travail. Les compétences se jugent sur le comportement au travail de l'individu, sur les techniques qu'il met en œuvre. Troisièmement, des qualités ou des propriétés personnelles. Par exemple, la beauté, la force, la jeunesse, pour quelqu'un qui veut devenir mannequin. Il n'a ni qualification ni compétence pour devenir mannequin, mais il a des qualités. C'était le cas aussi des médiateurs de santé père en santé mentale qui avaient comme qualité d'avoir été malade et de s'être rétabli. Ce n'est ni une qualification ni une compétence, ce sont des propriétés personnelles. Les qualités se jugent sur ce que la personne est et fait. Alors vous voyez bien que ces trois modes de négociation ces trois modes de négociation ne sont pas équivalents. Le mode qualification est un mode beaucoup plus solide. Ces trois modes de professionnalité ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ils peuvent coexister harmonieusement. Un enseignant qualifié devrait être aussi un enseignant compétent. En tout cas, ce qui m'a frappé en lisant le premier article sur les animateurs à l'hôpital, c'est qu'ils avaient du mal à faire reconnaître une compétence qui par ailleurs était peu spécifique. Peu spécifique parce qu'il la décrivait comment ? Aider le jeune. Mais beaucoup de gens peuvent aider le jeune. Un psy, un ami, le jeune lui-même, sa famille. Donc des compétences qui ont du mal à prouver leur spécificité dans l'échange social autour du travail. Deuxième outil théorique, qu'est-ce que c'est que le processus de professionnalisation ? C'est-à-dire comment un groupe professionnel se constitue, sachant que ces processus sont relatifs et réversibles. Alors, un groupe professionnel, ça demande deux choses. Il faut que ça soit un groupe spécialisé qui renvoie à une place déterminée dans la division sociale et technique du travail, avec un faisceau de tâches spécifiques, identifiables, donc un mandat, des propriétés spécifiques, donc une licence et une reconnaissance sociale. Mais il faut aussi qu'il y ait un acteur collectif. Un acteur collectif, c'est-à-dire un nous, le développement d'une autonomie et d'une solidarité, l'existence d'un nous qui est à la fois subjectif et collectif et qui peut être porté par rapport au groupe professionnel voisin, qui implique un minimum de capacité d'action par rapport aux champs dans lesquels les individus travaillent et par rapport au groupe professionnel voisin. Ces deux critères, groupe spécialisé reconnu et acteur collectif, sont tous les deux nécessaires. Si l'un des deux manque, on a affaire à une construction professionnelle faible ou inachevée ou dormante. La professionnalisation forte, à l'inverse, implique une licence précise, voire exclusive, voire monopolistique, et un mandat prestigieux. Cependant, les choses ne sont pas stables. Puisqu'avec le développement de la nouvelle gestion publique, on a vu des processus de déprofessionnalisation affecter des professions qui étaient apparemment bien établies. Bon, j'ai pu l'observer sur les enseignants, et je ne vais pas revenir sur ce que Fanny a développé, mais je l'observe actuellement sur les psychiatres. Psychiatres, groupe professionnel en crise, psychiatre du public, groupe professionnel en crise grave, ce qui se traduit d'ailleurs sur le plan démographique. Alors, quel processus de déprofessionnalisation se produit sous l'influence de la nouvelle gestion publique ? Eh bien, le fait, premièrement, des répartitions différentes du temps de travail et le fait que les professionnels ont l'impression d'avoir leur travail empêché, la superposition des comptes rendus exigés, les comptes rendus, c'est-à-dire la description de ce qu'on a fait,
une multiplication des comptes rendus qui avalent un temps de travail considérable. Hein, bon, je dirais que dans le domaine de la psychiatrie, les soignants me disent on n'a plus le temps de voir les patients parce qu'il faut toujours qu'on soit sur l'ordinateur en train de taper des comptes rendus. La déstabilisation des statuts par la multiplication des postes de vacataires et la diminution du rôle de la cogestion collégiale, la déstabilisation des collectifs existants, une certaine sidération des capacités d'action collective. Hein, donc les processus de professionnalisation, j'insiste là-dessus, ils sont réversibles. Troisième outil théorique, ce que j'ai appelé les agencements symboliques de mobilisation professionnelle. C'est un terme que je préfère à celui d'identité professionnelle pour indiquer que ce sont des systèmes de représentation et de croyances partagés par le membre du groupe professionnel et qui remplissent plusieurs fonctions. D'abord, mobiliser la profession à l'interne en fabriquant des mythes. Il faut qu'il y ait un mythe support de l'identité professionnelle. Ensuite, assurer sa protection dans la quotidienneté du travail. Ça va être dur. Assurer sa protection dans la quotidienneté du travail par rapport aux usagers et par rapport aux autres professionnels. Légitimer sa place dans la société et négocier la reconnaissance sociale. Intervenir dans le champ social pour y maintenir une certaine définition des problèmes sociaux sur lesquels on travaille. Et enfin, servir les intérêts spécifiques du groupe porteur. Donc, quand une professionnalisation d'un groupe professionnel fonctionne bien, il y a un ASMP, un agencement symbolique de mobilisation professionnelle. Alors j'applique maintenant ça aux métiers qui ont été étudiés dans le dossier. Donc on a 5 cas avec 3 groupes de métiers qui sont plutôt identifiés. Et 2 cas, ce sont vraiment des constellations. C'est le sociologue qui opère le regroupement parce qu'il perçoit un champ spécifique d'intervention. Alors ces 5 cas sont très proches sous plusieurs aspects sauf un. Alors première dimension commune, ils sont confrontés aux mêmes données sociétales. Alors, données sociétales communes, la nouvelle gestion publique, avec son dispositif public en millefeuille, la néo-bureaucratie, contractualisation, évaluation, promulgation de normes de performance, qui sont d'ailleurs pas toujours elles-mêmes performantes parce qu'elles ne sont pas évaluées. Deuxièmement, la norme de l'autonomie, avec le discours moral qui l'accompagne. Bon, là, je renvoie aux travaux d'Ehrenberg avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Il y a une norme morale de l'autonomie qui est développée dans notre société et elle concerne l'ensemble des métiers étudiés dans le dossier. Et enfin, troisième point qui est commun pour tous les articles, des contradictions sociétales fortes, par exemple, entre d'un côté l'humanisme et l'exigence de symétrie des relations entre les institutions et leurs usagers, l'exigence que les institutions soient moins dominantes, soient moins arrogantes avec les usagers, donc l'exigence de forme de symétrie, l'exigence d'humanisme, et d'un autre côté, le sécuritarisme. Alors ça, je l'ai retrouvé dans les dossiers, je l'ai étudié aussi en psychiatrie, où les professionnels de la psychiatrie sont directement confrontés à cette contradiction entre humanisme et sécuritarisme. Deuxième point commun à tous les articles, les obstacles à une professionnalisation réelle. 5 obstacles. Une territorialisation forte. La territorialisation est un obstacle à la constitution de propriétés qui ont un certain caractère d'universalité et qui du coup soient largement négociables en dehors du territoire. Deuxième obstacle, la nouvelle gestion publique, dont j'ai déjà montré qu'elle était capable de produire des effets déprofessionnalisants même sur des professions établies. Troisième obstacle, des mandats incertains et fluctuants qui sont liés aux politiques publiques de la jeunesse qui, d'après les articles, semblent fonctionner un peu par essai et erreur. Quatrième obstacle,
des propriétés négociées dans une négociation triangulaire sont floues, mix de qualification, de compétences, d'expérience et de qualité. Et enfin, des licences faibles, puisqu'il y a très peu d'exclusivité. Bon, tout cela n'empêche pas, bien sûr, ces professionnels de travailler avec sérieux et bienveillance et d'être socialement utiles, mais la faible professionnalisation a des conséquences. Elle a au moins 2 conséquences. Faible position dans le rapport de force salariale, hein, ce qui implique des salaires faibles, des postes de vacataires, pas de CDI, enfin, etc. Voilà. Ça, c'est la première conséquence de toute professionnalisation faible, c'est que dans le rapport salarial, on se situe pas très bien. Deuxièmement, position faible dans les rapports de force symboliques, puisqu'il y a fluctuation possible des politiques et il n'y a pas de groupe professionnel qui peut défendre ce qu'il jugerait bien. Ils peuvent, on le voit dans les articles, juger que les orientations politiques ne sont pas très légitimes, avec une vision un peu étroite, une vision un peu idéologique, mais finalement, ils ne peuvent rien faire contre cela. Les mots employés dans les textes sont « ils naviguent »,« ils jonglent »,« ils sont coincés »,« ils sont tiraillés ». Hein, ça m'a frappé, le vocabulaire employé dans les articles. L'article sur les politiques d'insertion est parfaitement clair à ce sujet. Les professionnels sont amenés à diffuser des normes morales, des visions idéologiques, activation, autonomie, employabilité, plutôt qu'à faire réellement de l'insertion. À une époque, on emploierait le terme appareil idéologique d'État pour ce genre de configuration, hein, puisque finalement, ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire, à savoir de l'insertion, mais ils font de la construction idéologique. Donc, la deuxième conséquence de la professionnalisation faible, c'est que leur marge de manœuvre politique comme force de proposition est faible. J'en arrive à mon dernier point. Il y a tout de même un groupe dont j'ai eu l'impression qu'il était dans une position légèrement différente, parce qu'il adopte une tactique différente, c'est les ludothécaires. Les ludothécaires, si j'ai bien compris, hein, ne se laissent pas faire. Ils ont un ASMP relativement constitué avec un mythe qui est le jeu. Et ils ne cherchent pas à dire que le jeu c'est éducatif ou que c'est thérapeutique. Non, c'est le jeu, et le jeu est anthropologiquement nécessaire. Donc ils campent sur leur propre mythe, sans se laisser déborder par les mythes voisins. Ils ne sont pas non plus trop territorialisés, et ils ne sont pas non plus trop coincés dans une tranche d'âge, puisqu'ils peuvent défendre l'intergénérationnel. Ils affirment donc la spécificité de leur mandat. Alors, la comparaison avec les animateurs socioculturels qui travaillent à l'hôpital, donc c'est un autre article, est intéressante parce que ceux-ci s'en laissent imposer finalement par les soignants. Ils résistent à ce que le terme occupationnel caractérise leur activité parce qu'ils ressentent le terme occupationnel comme un terme péjoratif. Mais en fait, ils essaient de négocier la place de leur action dans le soin. Et bien sûr, ils sont jetés par les soignants. Au lieu d'affirmer, mais oui, c'est de l'occupationnel, c'est du loisir, et c'est très bien pour les gamins. J'ai fait les mêmes observations à l'hôpital psychiatrique. Les animateurs socioculturels qui sont respectés par les soignants, c'est ceux qui disent « on fait de l'occupationnel ». Mais ils le font bien, et ils le font avec des compétences techniques respectées. Par exemple, un psychiatre me dit « vous allez voir, Madame Intel, c'est de l'occupationnel, c'est vraiment génial. » Parce que c'est une animatrice plasticienne qui a un poste stable, qui est intéressant, qui fait des expos. Par contre, si l'activité d'art plastique était déclarée thérapeutique, ça ne se passerait pas bien si c'était un animateur socioculturel qui se retrouverait sans cesse contesté, débordé, etc. Et on dirait même, mais pourquoi c'est un animateur qui fait ça? Si c'est thérapeutique, il faut que ça soit un infirmier. J'arrête là. Bravo.
Merci. Étant la seule qui ne vient pas du Grand Paris, j'ai toléré un tout petit peu de dépassement sur la prise de parole, mais c'était impossible à couper. Merci beaucoup, Lise, pour cet éclairage et cette lecture très approfondie du dossier, et très complémentaire avec celle de Fanny, et qui fait extrêmement bien la transition avec les questions qu'on peut se poser sur le terrain et la manière dont on peut ressentir en fait ce dossier quand ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dans le secteur de l'animation socioculturelle, dans le montage de projets, mais aussi dans la gestion d'une structure telle que le Clavim a ici les Moulineaux. Et donc, Bruno Jarry, je vous laisse tout de suite la parole. Merci, bonjour. Vraiment, j'ai été extrêmement honoré. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui sur la lecture de ce dossier, et vous l'avez bien compris, qui donne à voir des questionnements essentiellement issus des sciences sociales avec... pour quelqu'un qui est un peu un animateur, parce que c'est ça le cœur de mon métier, un peu plongé dans le rapport, quelquefois des bisounours, plongé dans le monde étrange, des tensions, des assignations, des injonctions, avec un certain nombre d'interactions qui ont nécessairement percuté dans le cadre de cette lecture. Je vous en ferai une restitution peut-être probablement anecdotique ou sensible sur les perspectives qui m'ont touché, qui m'ont percuté, qui m'ont interrogé, qui m'ont perturbé. Il est clair que depuis maintenant plus de 30 ans, j'ai choisi, c'est rare, de rester sur le même territoire qu'est la ville d'Issy Moulineaux, où j'ai gravi les différents échelons qui étaient d'être animateur d'accueil de loisirs en maternelle jusqu'à directeur de l'association aujourd'hui, en ayant d'ailleurs parcouru dans mon chemin la joie de pouvoir publier pour le compte de l'IGEP un cahier de l'action qui s'appelait « Politique locale de la jeunesse », il y a plus de 10 ans. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans le dossier que vous aurez à découvrir dans quelques jours, c'est d'une certaine manière la construction des professionnalités et la tension qui existe entre les noyaux de compétences, les territoires et les politiques publiques. Alors le Clavim était au démarrage une association essentiellement d'accueil de loisirs, de maisons de quartier, d'espaces jeunes. Et depuis 2014, j'ai restructuré l'association avec l'accord de mes élus, mais aussi de mes collègues, collaborateurs, avec 3 cœurs de métier, pensant qu'aujourd'hui, à l'échelle d'un territoire comme une ville, il convenait pour des acteurs professionnels de la jeunesse d'intervenir sur 3 dynamiques. La dynamique de l'animation, la dynamique de la prévention et la dynamique de la culture. Et donc, quand je vais vous restituer mes perspectives, elles sont issues, et dans le cas de l'animation, on retrouve tout ce qui tourne autour des accueils de loisirs, des maisons de quartier, de la structure jeunesse type espace jeune, bureau d'information jeunesse, des séjours de vacances. On a la chance de produire nos propres séjours de vacances, c'est quand même désormais assez rare, puisqu'on passe par des prestataires de services. Le deuxième secteur, c'est naturellement des lieux de soutien à la parentalité avec la création d'une maison verte dans un ancien commissariat, la création d'un espace pour les parents, d'équipes de rue confiées par le département des Hauts-de-Seine, animateurs de rue, éducateurs spécialisés. Et puis, j'ose le dire, nous gérons pour le compte de la ville tous les dispositifs de prévention sécurité, c'est-à-dire cellules de veille, groupe local d'absentéisme scolaire. Il n'y a pas de police municipale à Issy Moulineaux, il n'y a pas de vidéoprotection, et donc c'est assez particulier de confier les questions de sécurité publique à une association avec ce panel. Et puis troisième élément, c'est évidemment, depuis l'INGEP il y a 10 ans, ma volonté d'entrer sur le secteur culturel parce que les jeunes nous amenaient sur le secteur culturel. Et qu'il convenait aujourd'hui de regarder très sérieusement des sujets qui pouvaient être traités par d'autres professionnels, qui sont aussi des professionnels de la jeunesse, comme les médiathécaires, comme les bibliothécaires. Donc on a créé un certain nombre de lieux dans lesquels il y a une médiathèque, il y a la question des musiques actuelles avec le réacteur, la poésie, la philosophie, que sais-je encore. Personnellement, dans le dossier, il y a plusieurs perspectives qui m'ont heurté. En gros, comment nos équipes d'animateurs ont la capacité de restituer en compétences les activités qu'ils mettent en œuvre en direction d'un public. Et nous voyons bien qu'il y a une fragilité, une vulnérabilité à déterminer des capacités, des compétences dans les situations qu'ils traversent, que cela soit dans des contextes liés à des contextes très particuliers, on en parlera tout à l'heure, des questions de sécurité, ou sur des questions, comme vient de l'évoquer, la question du mot occupationnel. Je pense qu'il y a là véritablement une vraie question de dynamique formative
avec des allers-retours entre l'expérience et l'acquisition à partir de ces outils d'expérience. Donc je pense naturellement à la valorisation des compétences à travers les masters qui viennent nous être situés. Donc la question des compétences. Moi j'aime bien dans la perspective des compétences la définition que Guy Lebotev donne dans l'essai L'attracteur étrange. La compétence est à savoir agir dans un contexte particulier. Et donc c'est bien, d'une certaine manière, des métissages de capacités, de connaissances et de praxis qui sont mis en œuvre en situation réelle. Deuxième élément, ce que m'a particulièrement interpellé ce dossier, c'est la place de l'éthique. Elle est au filigrane de toutes ces interventions. Je pense que, véritablement, la question de l'éthique, elle est au cœur de nos pratiques. Dans la perspective triptyque, que peut être la prise en compte de l'altérité, la prise en compte de l'hospitalité et puis la prise en compte de la fraternité. Et dans ces perspectives-là, on voit que ça apparaît, je dirais, mais ce n'est pas formulé de cette manière-là. Et donc il me semblerait que la place de l'éthique de nos fonctions d'animation, quels que soient les contextes, elle est primordiale. Quand par exemple dans le texte des soignants et des animateurs, on voit qu'il y a un jeu très complexe, parce qu'il y a à la fois des soignants qui disent les animateurs ont quelque chose à dire du malade, et puis d'autres qui disent il n'y a surtout rien à dire. Et puis on voit bien que la question c'est d'où on parle, qu'est-ce qu'on pourrait dire, et qu'est-ce que cela pourrait venir enrichir dans les pratiques, notamment médicales ou notamment d'animation. Deuxième perspective, la question de l'assignation. Alors on la voit bien, hein. Systématiquement, les équipes éducatives, elles sont assignées. Elles sont assignées par des politiques publiques, elles sont assignées par des contextes locaux. Et donc, on demande à ces professionnels de résoudre, par exemple, la problématique des RICS, qui sont apparus il y a quelques mois sur la plaque parisienne. Et bien là, ça pose la question réelle de quelle est la marge de l'acteur, quel que soit cet acteur au sein du système dans lequel il est. Et je pense très concrètement qu'un acte éducatif qui ne résulterait que d'une modalité d'assignation, si on est père de famille ou mère de famille, ou si on est éducateur, c'est pas parce qu'on a dit qu'il fallait le faire qu'on va le faire. Vous savez bien que c'est bien plus compliqué que cette perspective-là. Et donc, d'une certaine manière, sur la question de l'assignation, la question de l'injonction, se pose la question de la liberté de l'acteur et de quelle manière il va pouvoir jouer de ces différents dispositifs. C'est clair que quand le commissariat est devenu l'espace André Chély d'Aïssi-Moulineau, le préfet nous a regardé avec quelques yeux, parce que d'un commissariat, vous transformez et vous créez une maison verte, Françoise Dolto, avec les crédits de Fonds interministériel de prévention de la délinquance, on vous regarde, vous dites c'est un peu un être étrange. Ben oui, mais si vous vous dites que la question de la sécurité, c'est d'abord une sécurité ontologique avant d'être une sécurité passage à l'acte sur l'espace public, ben vous pouvez penser qu'il y a un certain nombre d'éléments, on parlait de continuum éducatif, de modalités d'intervention sur lequel le socle éducatif est indispensable. Pour continuer, la question de l'inconditionnalité du sujet. On ne peut pas aujourd'hui imaginer que les sujets vont rentrer dans les cases qu'on a bien voulu penser pour eux. Et donc cela pose bien la question, notamment, je ne suis pas un partisan à 100% de la libre adhésion. Je pense qu'il doit y avoir la libre adhésion. Je pense aussi, quand on entend tout à l'heure parler du centre éducatif fermé, il y a aussi des cadres de contenance dans lesquels il convient de travailler avec des modalités d'obligation. Il n'empêche, c'est comment on met en œuvre. J'avais fait une étude pour l'INEGI, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, où j'avais été voir des CEF, centres éducatifs fermés, EPM, et on voyait bien quelle était la marge possible des acteurs ou des non-acteurs. Je suis très, très farouchement favorable à tout ce qui a été évoqué par la place des bibliothécaires, et notamment la question du jeu. Et dans ce qui a été restitué, et quand vous lirez dans le dossier, on voit bien aussi qu'on essaye d'instrumenter les jeux. Parce que le bibliothécaire, c'est bien le jeu libre. Mais enfin, on ne pourrait pas utiliser le jeu en formation professionnelle sur la mission locale pour leur permettre d'apprendre à travers les questions, par exemple, de raisonnement limité. On ne pourrait pas utiliser le jeu pour résoudre les problèmes d'adolescents qui nous posent souci. Et on voit bien qu'il y a un jeu de tension avec le ludothècaire d'une certaine manière. Si j'y vais uniquement avec le jeu libre auprès de mon élu, ça ne va peut-être pas complètement suffire. Il faut que je vienne avec des billes qui soient compatibles avec l'élu local. Pour ma part, ce dossier nous appelle véritablement à revenir aux fondamentaux de l'action éducative et à accepter que dans l'action éducative, elle doit être d'une certaine manière multidimensionnelle. Valérie le dit à la fin de son introduction, multi-acteur, multidimensionnel, multiniveau. Et il convient aujourd'hui de faire de telle sorte qu'on apprenne à nos interlocuteurs d'accepter la pluralité de nos grilles de lecture. Je dis souvent qu'un fait social ne s'épuise pas par les sociologies, et je le dis devant des sociologues dont je vais me faire virer,
comme un fait psychique ne s'épuise pas avec des psychologues, et qu'il convient aujourd'hui d'appeler des multiplicités de lecture en fécondant la praxis de ces différentes grilles de lecture. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé aussi, c'est nos animateurs sans possibilité de supervision de pratique professionnelle. L'absence de lieux tiers, indépendants de la hiérarchie, pour lesquels ils puissent avoir la capacité d'élaborer par eux-mêmes les réflexions de leur quotidien. C'est clair, au Clavim, toutes les équipes de prévention ont des supervisions de pratique en dehors des responsables, avec des psys. Je n'ai pas encore testé les sociologues. Pour les accueils de loisirs maternels, c'était la même chose. C'est-à-dire que je ne pense pas aujourd'hui qu'on ne doit pas enrichir nos compétences sans mettre des temps d'élaboration dans le cadre du temps de travail. Alors, quelques citations. Quand j'ai pensé effectivement, parce que j'ai trouvé que ce n'était pas simple d'intervenir après mes collègues sociologues de là où je parle. Alors, le travail qui a été fait par nos collègues de l'INJEP, c'était véritablement ce que dit Charles Juillet dans son recueil Pour plus de lumière: creuser, fouiller, désenfouir, tirer au jour ce qui exige de venir à la lumière. Je crois qu'il montre des choses qui nous permettent de venir à la lumière. Et puis, sur la question d'une des citations que j'aime beaucoup, qui pour moi est le cœur de mon activité en tant que professionnel de l'animation, c'est une citation que j'aime beaucoup de Derrida. L'expérience de la pure hospitalité, si elle existe, ce dont je ne suis pas sûr, mais qui est un pôle de référence indispensable, doit partir de rien. On ne doit rien présupposer de connu, de déterminable. Aucun contrat n'est imposé pour que l'événement pur de l'accueil de l'autre soit possible. Je vous remercie. Merci beaucoup Bruno, merci pour cette lecture et cette proposition en tout cas de discussion. Même si bon, voilà, on ne parle pas du même point de vue et des champs disciplinaires, la place est tout à fait pertinente au sein de cette table à côté de sociologues qui ne mordent pas. Voilà. Alors, comme prévenu, on a tenu le temps de la partie conférence de la conférence débat. L'idée est maintenant de vous laisser la place de discuter, d'interpeller, de questionner, tout en vous présentant avant pour qu'on sache un peu d'où vous parlez. Fanny l'a fait en rappelant d'où on parle et l'importance de préciser d'où on parle et de faire voilà. À vous le micro. Est-ce qu'il y a des réactions, des premières suggestions, des premières interpellations? Moi, j'en ai plein en stock, mais non, pas tout de suite. Ah, c'est toujours pareil. Alors, c'est Jasmine qui se colle au... Bonjour. Oui, bonsoir. Donc, je suis Benoît Pilu, directeur jeunesse et sport de la mairie de Trappes. Donc, en fait, à travers tout ce qui a été dit là ce soir, je retrouve beaucoup de choses que l'on constate, notamment à travers les pans de politique publique jeunesse, entre autres. Et moi, j'ai envie de faire partager un petit peu mon ressentiment. J'ai envie de dire que c'est... Effectivement, tout ce qui a été dit est vrai, mais tout dépend également... Enfin, c'est toute la difficulté, en fait, de ces métiers. C'est-à-dire que tout dépend de quel côté on se place. Est-ce qu'on est du côté associatif, purement associatif? Est-ce qu'on se retrouve dans une collectivité? Et pour le coup, à travers tout ce que vous venez de dire à l'instant, le champ de manœuvre peut être plus ou moins limité, la liberté peut être plus ou moins grande. Et effectivement, on est de plus en plus aujourd'hui dans des politiques, donc là, les hommes politiques ou les femmes politiques, dans les politiques très très présents et en attente d'énormément de résultats. Autant, il y a encore 10, 15, 20 ans, on pouvait mettre en place, ce qu'on disait tout à l'heure, le droit à l'erreur. J'essaye, j'expérimente, ça marche pas. Là, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un retour sur investissement qui est quand même assez rapide. Des équipes qui sont, pour le coup, un effet de solidarité qui est peu développé, puisque moi, je prends l'exemple de ma direction, où j'ai à la fois des conseillers BIGE, des animateurs numériques avec la cyberbase, des responsables des espaces jeunes, des animateurs purement socio-éducatifs, avec des niveaux de formation complètement différents, des PPGEPS APT. Tout à l'heure, on parlait de BAFA. Bon, de plus en plus, on arrive quand même sur un minimum de professionnalisation, donc des PPGEPS APT. Mais pour le coup, ce n'est pas la même chose d'avoir un PPGEPS APT qu'un master, qu'un conseiller BIGE. Enfin, du coup, tout ça fait que ça augmente encore plus tout ce qui a été dit là, c'est-à-dire ce sentiment un petit peu d'isolement. Et derrière nous, cadres, toute la difficulté réside à être présent auprès d'eux pour pouvoir les accompagner au mieux, leur laisser
le mot est peut-être pas joli, mais une impression de marge de manœuvre tout encadrant ce qui doit être mis en place, puisque pour le coup, on se retrouve entre deux, avec au-dessus le politique et ce rôle de parapluie, puisque ça arrive aussi, et pas forcément toujours simple, tout en gardant à l'esprit ce triptyque de l'agent, l'élu et les usagers. Puisqu'il faut aussi remettre, c'est pour ça que j'ai bien fait la distinction entre tout ce qui se passe au niveau associatif et tout ce qui se passe au niveau des collectivités territoriales, où il y a à la base ce triptyque et l'élu qui est là pour représenter l'usager, et nous qui sommes là pour mettre en application la politique. Donc il y a toute cette difficulté qui est pas simple, mais en tout cas qui est très intéressante. Enfin, en tout cas, moi, pour le coup, j'ai également une formation initiale et d'éducateur sportif et d'animateur, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai que c'est pas simple. Et c'est vrai qu'avec notamment ce rôle du politique qui est de plus en plus pesant, pressant sur des résultats immédiats. Et en plus, là, ça a été dit tout à l'heure, c'est l'exemple aussi, entre autres, à Trappes, avec souvent le rôle de pompier de service. C'est-à-dire qu'il arrive, alors il y a les RICS, il y a d'autres phénomènes, mais il y a également, entre autres, celui-là qui intervient de plus en plus, notamment avec les motos. Et pour le coup, tout de suite, c'est appel aux animateurs socio-éducatifs, à la médiation. On sollicite le BIJ. Comment on peut travailler sur l'insertion professionnelle. Il faut, toutes ces choses-là. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. On va prendre 2-3... Il y avait une autre question derrière, il me semble. 2-3 réactions, questions, et puis après je vous laisserai répondre. Bonsoir, donc je m'appelle Jordan Paris, je suis chargé d'études et de recherche à l'INJEP sur la question de la territorialisation des politiques de jeunesse. Donc évidemment le sujet m'intéresse et ma question s'adresse à Alice Demailly. Vous avez dit tout à l'heure que finalement d'une certaine façon la territorialisation pouvait être un obstacle à des formes de professionnalisation. Et je voudrais savoir sur quels critères en fait vous amenez cet argument, dans le sens où en fait du point de vue qui est le mien à travers les enquêtes qu'on développe au sein de l'INJEP, j'ai plutôt l'impression, quand on regarde par exemple les professionnalités d'administration communale, de conseils régionaux, de conseils départementaux, il y a un développement finalement d'une profession qui peut être celle de chargé de mission, du chargé de projet, du chef de projet, qui va développer des politiques de jeunesse. Donc ils sont ancrés dans une approche territorialisée des politiques publiques, et pourtant j'ai l'impression que ce qui est commun entre eux est plus fort que ce qui les sépare d'un point de vue des territoires vis-à-vis desquels ils sont inscrits en fait. Et donc d'une certaine façon, la question c'était dans quelle mesure vous amenez cet argument de la territorialisation un peu un obstacle à la professionnalisation. Est-ce qu'il y a une dernière... Ouais. Au deuxième rang. Bonsoir, Émilie Guessionnet de l'URAGE Île-de-France, donc les foyers de jeunes travailleurs. Moi, j'ai deux remarques. En fait, c'est la question, on parlait de la question de l'évaluation, de rendre compte de son action, où on voit qu'il y a un tiraillement en fait, pour les équipes à devoir rendre compte comme si c'était une contrainte, alors qu'en même temps, c'est aussi un outil de valorisation et justement de rendre lisible ce qui se fait et de le rendre compréhensible par les élus. Avec en plus pour moi une difficulté importante, c'est que celui qui finance n'est pas celui qui bénéficie de l'action, en tout cas l'usager, et du coup pour le travailleur social ou l'animateur ou ces professionnels de jeunesse, c'est d'avoir du coup à chaque fois d'être un peu schizophrène, de devoir à la fois être guidé par leur action en direction de la jeunesse et en direction des jeunes, avec une évaluation de ce qu'ils font au regard des impacts sur les jeunes qu'ils accompagnent, et en même temps de toujours avoir, entre guillemets, le regard du financeur, qui est un élu, qui est une collectivité, qui est autre chose, et qui l'oblige à avoir toujours une double lecture qui est, à mon avis, très complexe parfois et un peu contre-productive. Et mon autre remarque, c'est, nous, on est traversé, comme tout le secteur de l'ESS ou sanitaire et social, par une crise des métiers où on n'arrive plus à recruter et où on a une très grosse difficulté à rendre lisible ce qu'on fait, parce que justement, avec des dispositifs qui s'empilent, on demande tellement de choses différentes aux professionnels que c'est compliqué en fait pour les gens de s'y retrouver. Et même nous, donc dans les foyers de jeunes travailleurs, il y a un financement des CAF, donc avec
un encadrement par la CNAF, et on voit qu'en fait, on peut ouvrir nos fonctions à tellement de diplômes et de qualifications différentes qu'on est même perdu nous-mêmes en tant qu'employeurs et en tant que... Voilà, pour savoir qui est-ce qu'on va recruter. En fait, il y a plein de gens qui pourraient peut-être convenir, apprécier ce métier et y apporter des compétences. Et en même temps, on est perdu dans cette constellation à la fois de métiers et de qualifications, de diplômes, d'expérience, etc. Donc, avec cette vraie question de comment est-ce qu'on peut sortir de ça pour ne pas avoir une action dégradée auprès des jeunes, voilà, puisqu'on est vraiment en crise avec des structures qui n'ont pas de professionnels ou alors qui ont un tel turnover que c'est compliqué de mettre en place quelque chose de qualité dans l'informel, dans la durabilité avec les jeunes. Merci. Merci pour ces 3 premières réactions, interpellations. Alors, je ne sais pas, est-ce que qui, dans les unes et les autres, souhaite répondre ou apporter des éléments de discussion à ce qui... Pour la question de la juxtaposition des identités professionnelles, puisque clairement au CLAVIM, vous avez des psychologues, des éducateurs spécialisés, des animateurs socioculturels, des médiathécaires, des médiateurs des espaces urbains. Enfin, vous avez une multiplicité. Pour être très clair, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de constituer un référentiel commun éducatif sur lequel nous avons travaillé, pour que, quels que soient les gens de la structure, ils soient un minimum au clair sur quelles sont les valeurs qui nous encadrent. C'est un premier élément. Deuxième élément, sur la question de fait, par exemple, sur la question des RICS, il s'agit de respecter des espaces de professionnalité différents. C'est-à-dire, très clairement, les éducateurs, ils s'occupent des jeunes. Bon. Mais il se trouve qu'il y a aussi les soutiens de la parentalité. Donc, un jour, on peut très bien demander, si les éducateurs le souhaitent, dire aux parents que rencontrent ces éducateurs quand ils rencontrent les jeunes, il y a une réunion un soir à l'espace Chédid, si ça vous intéresse, venez. Puis vous avez 12 mamans qui viennent et qui sont accompagnées depuis 12 mois pour discuter de qu'est-ce que c'est que les RICS et pour la faire très rapide, qui discutent, qui élaborent, qui construisent, qui reprennent de l'estime d'eux-mêmes. Et puis par ailleurs, il y a de quelle manière on se constitue en force collective et on veut rencontrer le commissaire de police. C'est avec un autre secteur qui est par exemple la directrice prévention sécurité. Moi, ce qui me paraît important, c'est de délimiter les espaces de professionnels et que tout ne soit pas dans la juxtaposition et la confusion. Par contre, il y a des choses qui sont claires, c'est que quand, j'ai beau être le directeur de l'association, mais quand j'anime le groupe de parole, je suis groupe de parole. Et quand les élus rencontrent les parents, et que les parents me disent Bruno, tu peux le dire aux élus, je dis non, mais moi je me tais ici, je n'ai rien à dire, j'ai votre parole, c'est vous qui parlez directement. C'est-à-dire de quelle manière on restitue ces éléments-là. Pour moi, c'est extrêmement important. La question des professionnels, c'est la question de la capacité de restituer les compétences qu'ils ont et de négocier avec les élus des espaces de transgression possibles. Quand dans les phénomènes de RICS, les éducateurs m'appellent, les gamins, enfin les jeunes, en nombre très important, vont dans les espaces de stade, alors que les stades sont fermés. Et comme par hasard, le grillage est ouvert. Qu'est-ce que fait l'éducateur? Il va avec les jeunes ou il reste à l'extérieur? Eh bien, moi, j'ai dit, vous y allez, mais vous ne vous mettez pas en difficulté. Et je dis très clairement aux élus, vous ne pouvez pas demander aux éducateurs qui sont en relation avec les jeunes de jouer la police en disant tout va bien se passer, vous inquiétez pas, etc. Donc, c'est aussi de quelle manière, par rapport à la question des élus locaux, le professionnel détermine des cadres dans lesquels il est professionnel et dans lesquels les modes d'irrationalité peuvent s'exprimer, mais ne peuvent pas être, comment dirais-je, mis en œuvre. Il s'agit de métaboliser les discours. C'est très difficile. C'est très difficile. Et beaucoup de nos collègues sont en difficulté car ils ont des injonctions paradoxales sur des quartiers qui brûlent, sur des centres sociaux qui n'existent plus, sur des populations qui ne viennent plus les voir. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, sur la question de la formation. Très clairement, moi, j'ai pris un engagement auprès des professionnels du CLAVIM. Dans 5 ans, ils auront tous un diplôme supplémentaire, quel qu'il soit. Parce qu'on ne peut pas inviter uniquement l'évolution par le haut. Et donc, par exemple, la quasi-totalité de nos directeurs d'accueil de loisirs maternels, aujourd'hui, ont obtenu la VAE, BP machin, et ils vont avoir une revalorisation salariale. Mais ça ne me suffit pas. Si certains d'entre eux veulent faire un master à Nanterre ou à Cergy, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, et quand vous donnez la capacité d'être une véritable structure d'émancipation et de co-construction collective, vous avez moins de difficultés à garder les personnes en poste. Mais ça veut dire qu'on vous laisse des espaces possibles. Vous voyez ce que je veux dire? La grande négociation, c'est qu'on ne peut pas être dans des espaces où on est
pousser réaction, quoi. C'est pas... il faut des espaces de distorsion, des espaces de liberté, de créativité, d'élaboration. Sinon, ça ne peut pas aller, quoi. Et on ne peut pas, nous, notre métier, animateur, quel qu'il soit, et au sens large, on ne peut pas... on a bien vu la tension. Il y a un très beau texte sur les éducateurs spécialisés qui travaillent dans une cellule d'écoute sur la question de la déradicalisation. Et on voit bien, je vous invite à le découvrir, et je vais laisser mes collègues s'exprimer, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Pardon ? Valérie faisait des clins d'œil en disant « ça y est, j'ai envie, j'ai plein de trucs à raconter ». Juste pour faire écho, justement sur la question de... et là, pour reprendre ma casquette d'ancienne responsable de master, parce que ça, c'est intéressant de ce que vous renvoyez sur on a du mal à recruter. Et puis nous, on va vous dire, mais nous, on a du mal à trouver des stages pour nos étudiants, on a du mal, on se pose la question de leur insertion. Et donc, dans le master, donc c'est un master qui s'appelle Conseil, Projet, Action sociale, territoriale et associative. Donc, c'est vraiment un programme en soi. J'en ai pas parlé, mais pareil, on a des mémoires d'étudiants qui nous apprennent des choses beaucoup sur l'évolution des pratiques professionnelles. Et en fait, nous, notre difficulté, souvent, c'est d'arriver à repérer quel est l'horizon d'insertion professionnelle pour eux. C'est quoi un foyer de jeunes travailleurs, mais qu'est-ce qu'on a comme type de professionnel dans un foyer de jeunes travailleurs? Comment sont-ils désignés? Alors, on leur dit, mais cherchez par mots-clés. Mais c'est pas très sérieux de dire à ces étudiants en master, écoutez, tapez au hasard sur Google, etc. Ou allez sur LinkedIn, tapez chargé de projet, chargé de mission, et voyez ce qui sort. Et du coup, il y a quand même une vraie question de désignation en fait, des activités. Et les étudiants sont en manque de boussole. C'est-à-dire qu'il y en a qui, effectivement, les animateurs, les éducs, tout ça, c'est désigné. Mais il y a tout un ensemble de conseillers, chargés de partenariat, chargés de développement. Je vous dis, il y en a plein. Et quand on gravite à la fois dans le champ associatif et dans le champ des collectivités, les désignations se multiplient. Voilà. Plus avec la montée en puissance des anglicismes qui rendent les désignations encore plus complexes, enfin en tout cas incompréhensibles. Et je le dis vraiment parce que chaque année, on se pose la question de comment les aider à trouver un emploi dans un marché du travail ou avec des désignations floues, faibles, absentes, pas incohérentes, mais en tout cas qui ne renvoient à rien de concret parfois pour eux. Voilà, donc c'est vraiment le pendant. Alors je ne sais pas si on doit vraiment... mais là, il y a une vraie... cette année, nous, on lance avec le Master CPA un travail collectif de recherche sur la fonction de coordinateur. Voilà. Il y a des coordinateurs PRE, il y a des coordinateurs... on ne sait pas très bien. Des cités éducatives, maintenant on a des coordinateurs de ceci, de cela, mais qu'est-ce que c'est que coordinateur? Voilà. Et donc on va les amener à réfléchir sur qu'est-ce que c'est les missions, qu'est-ce que c'est les compétences dans les offres d'emploi, mais pour les aider à préparer cet EC, en faisant très court, j'ai commencé à taper coordinateur dans emploi public, des tas d'endroits, et il me vient des tas de choses différentes, quoi. Donc c'est vrai que c'est une question d'appariement. On parle souvent d'appariement entre la formation et le marché, ou en tout cas les qualifications et le marché de l'emploi. Mais pour tout ce champ professionnel, cet univers professionnel de jeunesse, etc., c'est une question qui a une vraie actualité, ou qui a déjà une actualité, en tout cas que nous, à laquelle on se confronte très clairement. Je vous laisse la parole si vous voulez répondre à la question. Oui. Je vais répondre d'abord à la question qui m'était directement adressée. Je comprends tout à fait le cas que vous proposez. Oui, c'est tout à fait possible. Il reste que, globalement, plus une profession est établie, plus elle est déterritorialisée. Je ne vais pas y arriver. Et j'irais même, actuellement, plus son territoire, c'est l'international. C'est même plus le territoire national, c'est l'international. Et plus elle est établie, plus les gens se rencontrent. Les gens se rencontrent dans des colloques, dans des congrès, dans des ordres, enfin ils ont des lieux associatifs forts. Et pour qu'une fonction donne lieu à groupe professionnel, il faut qu'il y ait ce travail d'élaboration collective, qui peut être gêné par un enracinement territorial. Il faut qu'il y ait une construction d'un référentiel de compétences, mais qui soit justement indépendant des territoires. Il faut aussi j'étais tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit sur les supervisions, il faut qu'il y ait des échanges sur les pratiques. La formation continue
indépendante de la hiérarchie, autonome, hein, une auto-formation collective continue est absolument indispensable. Ce que j'avais constaté sur les médiateurs de santé père, ben, c'est que chacun était coincé dans son hôpital psychiatrique avec des demandes différentes et que finalement on aboutissait à un émiettement total de la fonction. On a commencé à faire évoluer les choses, puisque c'était une recherche-action, hein, donc j'ai pu agir sur le processus en donnant des conseils. Quand on a renforcé la qualification initiale, hein, on est passé d'un DU à une licence professionnelle, quand on a construit un référentiel de compétences et quand on a instauré vraiment un processus d'auto-formation collective continue. Voilà. J'arrête là. Merci. Oui, bah alors moi je veux bien réagir sur quelques points. Quand vous parliez de double regard, à la fois des élus, à la fois du public, et du coup moi je relierais ça à une double reconnaissance, et je pense que vraiment ça met parfois le professionnel en porte-à-faux, c'est-à-dire que soit il va choisir, c'est-à-dire de dire bah, moi mon public c'est les jeunes et je me concentre sur ce travail-là et tant pis si je ne suis pas reconnue, soit il va chercher à faire reconnaître son action, ou soit il va essayer de tenir les deux bouts, sachant que parfois effectivement c'est soit contradictoire, soit le travail de reconnaissance par l'élu va être au détriment du travail de reconnaissance par les jeunes parce que ça l'éloigne par exemple du terrain, c'est des choses que font remonter souvent les étudiants du master, c'est-à-dire que en étant en master, ils se rendent compte que potentiellement les métiers vers lesquels ils se destinent vont les éloigner du public qui les intéresse. Et donc, ils essaient de construire une place où ils peuvent garder ce lien avec le terrain, comme ils disent, et en même temps dans des positions de cadre. Et ça les met parfois en difficulté, en porte-à-faux. Voilà, c'est complexe. Et par rapport à ce qui avait été dit, je pense que ce qui est intéressant à soulever, c'est la position justement des cadres, qui a été peu soulevée ici. Comment les responsables de structure, les responsables jeunesse travaillent auprès des professionnels de jeunesse, ce que les mémoires que j'ai suivies dans le cadre de la convention avec des cadres de santé, enfin des futurs cadres de santé, ils utilisent beaucoup le concept de marginal séquent en disant le cadre, il est en gros mal situé parce qu'il a des injonctions d'en haut et puis il doit faire passer des choses auprès des professionnels avec lesquels il n'est pas forcément en accord. Voilà. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant de se pencher sur ces professionnels-là et comment ils sont à l'articulation de différents enjeux de pouvoir, de reconnaissance et comment ils se positionnent. Et par rapport à ce que vous disiez, nous, on a quand même des étudiants, des professionnels qui viennent, qui se forment, parfois sur demande ou sur soutien de leur structure, mais qui se retrouvent bien embêtés une fois leur master en poche, avec pas forcément de place, soit dans la structure de reconnaissance au niveau de leur formation. Ils se retrouvent coincés parce qu'ils n'ont pas le concours de la fonction publique territoriale, par exemple. Et donc, ça crée aussi des situations complexes de professionnels qui ont appris plein de choses, qui se sont aussi beaucoup questionnés sur leur place, leur rapport aux jeunes, aux élus, et qui se trouvent dans des situations très inconfortables, finalement. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de master, hein, c'est très bien, mais on voit que ça crée aussi des choses qu'on n'anticipe pas forcément, qu'il y a des effets pervers, et c'est un discours que j'essaie de tenir aussi, que les professionnels ne vont pas forcément faire fructifier leur formation, leur diplôme immédiatement, qui vont devoir peut-être quitter le lieu où ils sont, se déplacer. C'est pas toujours facile en fait. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques autres réactions ou questions? Ouais. Il y a le micro, il y a Jasmine qui arrive avec le micro n'arrive pas tout seul. Bonjour. Charlie Verne, je suis doctorant en sociologie de la jeunesse et de l'action publique. Et en fait, ce n'est pas tant une question, mais plutôt la formulation d'une inquiétude.
par rapport à la conclusion de Madame Desmailly, qui racontait donc le fait que des animateurs socioculturels se retrouvent bien identifiés dans la fonction occupationnelle. Et je me demandais ça m'interpellait au sens où les animateurs socioculturels, mais aussi d'éducation populaire, et peut-être plus largement aussi les professionnels de jeunesse, ont d'autres dimensions dans leur métier et d'autres finalités que l'occupationnel. Et est-ce qu'il n'y aurait pas là un danger en quelque sorte que les professionnels de jeunesse soient en quelque sorte assignés à un rôle occupationnel par des pouvoirs publics, par des référentiels, et que la totalité de leur mandat en fait soit quelque part un peu gommée et simplement ramenée à de l'occupationnel. Du coup, la question c'est aussi, est-ce qu'il faut peut-être poursuivre cette professionnalisation qui s'est initiée depuis un bon moment ou pas? Merci beaucoup. On va prendre les trois questions, je crois. Il y a une question ici dans la salle et une question juste là. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis formateur de profs particuliers dans l'enseignement agricole qui s'appellent des profs d'éducation socioculturelle et qui ont comme caractéristique d'avoir un tiers-temps d'animation. Donc, c'est des profs et des animateurs ou animatrices en même temps. Et ils sont et elles sont confrontés au même changement, on va dire, de leur profession, du fait du changement du contexte et des publics, on va dire. Et on se pose la question actuellement de comment on peut faire évoluer la réflexion sur ce métier en associant davantage le public, donc des jeunes lycéens et lycéennes en l'occurrence, à ce que pourrait être ce métier dans ce contexte. Alors j'aimerais savoir si c'est quelque chose que vous envisagez, c'est-à-dire comment les publics finalement participent-ils de la construction de cette profession. Pas comme cible, pas comme des gens qui ont besoin de quelque chose, mais comme des gens qui peuvent participer à cette construction. En tout cas, c'est une orientation nous, qu'on va essayer de donner. On est en train de travailler là-dessus, en fait. Merci beaucoup. Il y a une dernière question juste derrière vous. Bonjour. Evan, Jeanne Rose. Ma question, elle sera en fonction de deux casquettes ou pas. Enfin, j'en ai une sur la question du mouvement Habitat Jeune. En tant que vice-président du mouvement Habitat Jeune, je me posais la question en vous écoutant. Est-ce qu'on peut voir une différence et quel rôle jouent les têtes de réseau au regard des identités professionnelles ou des métiers? Je pense à Habitat Jeune, mission locale, puisqu'ils ont été cités, mais ensuite d'autres sont dans des services peut-être paramunicipaux, par exemple. Et donc, du coup, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça joue? Enfin, est-ce qu'il y a une différence qui va se jouer dans les lieux de rencontre et de construction de l'identité? J'ai une question, c'est pas vraiment une question en fait, à vous écouter. En ce moment, l'autre casquette, c'est au CESE, le Conseil économique, social, environnemental, se pose la question des tensions dans les métiers, enfin les métiers en tension. Et donc je vous ai écouté et donc j'ai essayé de chercher des réponses ou des choses pour les porter demain matin en commission. J'ai eu du mal à en trouver parce que il faut que je pense que ça mature cette matière-là. Et je me demandais, et au CESE, juste du coup c'est plutôt un témoignage, la dimension des professionnels de jeunesse, de l'animateur maternel jusqu'à l'animateur jeunesse 25-30 ans, n'apparaissent pas dans les discussions. Et il y a très peu de données, très peu de matière, il y a très peu de choses. Donc c'est plutôt un témoignage de la question de cet espace-là. Ce que moi j'observe, c'est que la société ne s'intéresse pas à cette question-là, ou en tout cas elle ne sait pas s'y intéresser, elle ne sait pas par quel bout le prendre. Et donc je me pose la question quand j'y suis de finalement c'est quoi notre mandat et donc comment justifier de l'intérêt d'aller s'y intéresser. Je ne sais pas si c'est clair la réflexion. Et je suis bien en peine de trouver... donc voilà, c'est plutôt un témoignage et en même temps un appel à contribution si certains ont des idées. Parce que je trouve que c'est vraiment important sur ce travail-là des métiers en tension. Je pense que les métiers de la jeunesse, mais on pourrait être sur les métiers du lien, les métiers de la cohésion sociale, enfin tous ces métiers-là, il y a une vraie difficulté à faire remonter quelque chose, quoi. Voilà, donc c'était plus un témoignage, mais je vous remercie quand même du travail qui était vraiment très riche. J'ai hâte de le lire. Du coup, le travail qui a l'air d'être très, très qualitatif. Voilà. Merci beaucoup. Alors forcément, ça va être impossible de répondre dans le temps que je vais vous donner, mais vous allez quand même avoir chacune et chacun 2 minutes pour clore. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle je suis intransigeante, c'est l'heure de la fin. On a annoncé 19h, ça sera 19h. Donc Lise, pour 2 minutes, chrono. Alors, je commence par la 3e question. Les mandats, ça se construit. Il faut du travail collectif pour arriver à construire un mandat. S'il n'y a pas de travail collectif, on ne peut pas arriver à prouver qu'on sert à quelque chose.
c'est à la fois de la réflexion collective, c'est de l'écriture, c'est du lobbying. Il faut tout ça, sinon effectivement les professions de jeunesse continueront à rester comme ce que j'ai compris du dossier. C'est rapide, hein? Rapide. Les publics, je remonte. La question sur les publics, alors là je suis tout à fait d'accord. Dans ma définition de l'ASMP, d'ailleurs, il y avait l'alliance avec les groupes professionnels voisins et l'alliance avec les usagers, avec les publics. C'est complètement fondamental. Si je reprends le cas des médiateurs de santé pair, comment ils ont réussi à s'imposer? Parce que les usagers qu'ils rencontraient disaient « c'est tout de même nettement mieux de rencontrer un médiateur de santé pair que de rencontrer un infirmier ». Et ça, c'est fondamental. Donc oui, l'alliance avec les publics et se servir des publics pour, y compris, construire les référentiels de compétences. Sur les animateurs, est-ce que les animateurs doivent faire de l'occupationnel? C'était pas du tout mon... comment dire? C'était pas du tout mon point de vue. Je ne connais pas le métier d'animateur en général. Par rapport à l'article sur les animateurs socioculturels en hôpital, ce que j'ai compris de leurs difficultés, c'est que la lutte pour essayer de dire notre travail est aussi thérapeutique est une lutte perdue d'avance. Et que, d'une certaine façon, il ferait mieux, enfin j'ai l'impression, qu'il ferait mieux de revendiquer le loisir, la culture, l'occupationnel. Parfaite. 2 minutes chrono presque. Bruno. Moi, je voulais dire que par rapport à... Je vais faire la question croisée sur l'occupationnel et sur les métiers. Très concrètement, je pense par exemple que l'approche en accueil de loisirs du jeu libre chez l'enfant, inspirée d'une pratique pédagogique de type LOCSI, montre qu'un certain nombre de nos professionnels qui est en gros de quelle manière à travers le jeu libre l'enfant se développe par lui-même et qu'il n'est pas nécessairement appelé à être éduqué par des adultes. Donc il y a des modalités de l'aller vers. Eh bien, quand on voit la formation des animateurs dans le domaine de la petite enfance, eh bien, vous verrez qu'il n'y a quasiment aucune compétence sur le développement de l'enfant, des tout petits. Alors nous, on va considérer que c'est 2 ans et demi jusqu'à 6 ans. C'est une vraie problématique. Deuxième élément, croisement aussi par rapport à des questions, c'est la question de l'éducation populaire. Je pense qu'il y a un enjeu de rénovation de l'éducation populaire, je l'ai déjà dit dans d'autres lieux, où d'une certaine manière, il faut revenir aux sources de ce que pensait l'éducation populaire, qui est bien la question de l'émancipation à travers des dynamiques collectives et non à travers des répartitions de ce que dit de Gaulle-Jacques de la société, qui est la société malade de gestion. Et donc il convient de revenir aux sources de ce qu'était pensé l'école d'Uriage et après, Benito Caceres, Joffre du Mazier, quand on parle du loisir, revenir d'une certaine manière à de quelle manière on accompagne des logiques d'émancipation de la question de la jeunesse. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans ce dossier, nous n'avons pas, nous avons parlé d'animateurs socioculturels, mais aujourd'hui, nous voyons émerger, notamment au titre de la politique de la ville ou du ministère de la Culture, d'autres formes dans lesquelles il y a des collectifs qui se constituent. Je pense notamment alors avec cette espèce de buissonnement qui est notamment la question des tiers-lieux. Où là, je pense qu'il y a des rénovations extrêmement fortes de professionnalité, où vous avez, j'ai été visiter la Chartreuse de Neuville, où dans un projet patrimonial, vous voyez le social, l'insertion, l'animation et le tempo qui s'arrêtent. Merci. Fanny, sans transition. Oui, alors non, mais juste moi je vais être très rapide. C'est sur la question de la participation des publics à la construction de ces professionnels. Donc je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais juste te dire que en tant que chercheur et en ce qui me concerne, donc j'ai déjà parlé de la recherche participative à laquelle j'ai participé. Donc il y a une de mes collègues qui est dans la salle ici. Et en fait, c'était vraiment important pour nous que les chercheurs, les jeunes des quartiers populaires et les professionnels de jeunesse soient pris les trois au sérieux, soient pris dans le processus de construction de la recherche, de conduite de la recherche et de valorisation de la recherche. Et ça a donné d'ailleurs lieu
à la publication d'un ouvrage, un abécédaire, dans lequel les chercheurs, les professionnels de jeunesse et les jeunes ont écrit, coécrit, et donc tout ça participe à la compréhension collective de phénomènes qui touchent les jeunes, les professionnels. Et ce que je tiens vraiment à dire, c'est que ces professionnels n'étaient pas du tout vus comme des pourvoyeurs de terrain où on allait les voir, on disait on a besoin de jeunes pour notre recherche. Ils ont été intégrés dans la recherche comme chercheurs et ils ont participé à tout le processus. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Oui, alors je vais juste un élément sur la participation des publics à la construction des professions. Il arrive aussi qu'on se mette à s'intéresser au public à partir du moment où les professionnels ont perdu leur public. Et du coup, là, tout à coup, on se dit, mais déjà, ils sont absents, donc du coup, qu'est-ce qu'ils veulent ? Et c'est juste pour vous redire que parfois, c'est une question, par exemple, quand on travaille sur l'engagement des jeunes, on commence à s'intéresser à l'engagement des jeunes à partir du moment où on n'a plus les jeunes, en fait. Donc voilà, en fait, c'est juste pour renverser la question, mais je suis assez d'accord sur l'idée que intégrer les publics dans la réflexion sur les pratiques, mais il faut pas un moment où c'est trop tard, où ils sont déjà partis, où ils sont ailleurs, quoi, finalement. Et voilà, c'était juste ce petit écho par l'absence, en fait. L'absence des jeunes raconte beaucoup de choses, en fait, aux professionnels. Et le deuxième élément, au CESE, alors, juste un écho, déjà, le CESE a beaucoup changé ces dernières années. Les organisations de jeunesse se sont organisées, et du coup, pour faire écho à l'idée du mandat, ils ont trouvé leur place, réaffirmé la place des organisations de jeunesse. Ça a beaucoup bougé, le CESE. Mais je voudrais juste vous dire que le CNAGEP m'a invité dans le cadre du dialogue structuré avec Provox, etc., justement sur les professionnels, sur l'objectif autour des professionnels. Et en fait, j'ai parlé des animateurs, puis je me suis dit, mais non, ça va au-delà. Et je n'ai pas cessé d'entendre par la suite que j'avais mis les pieds dans le plat. Et du coup, ça, vous voyez, ça raconte quelque chose sur l'idée de se saisir. Quand vous dites, mais de se saisir, comment on fait pour porter ? Mais déjà, quelle est la vision partagée, en fait, entre ces têtes de réseau qui siègent autour de ces professionnels ? Il y a peut-être que c'est par là qu'il faut commencer. Et je ne suis pas sûre que les têtes de réseau définissent ces professionnels de la même manière. Je ne suis pas sûre qu'elles aient envie que tous les types, toute la variété des professionnels soit considérée. Là, on revient dans des formes de lutte des places, quoi, en fait. Merci beaucoup, Valérie. Alors, vous voyez bien qu'un dossier de revue, finalement, on pourrait en faire un deuxième, puis un troisième, et on n'aurait toujours pas fait le tour de tout ce qu'on pourrait dire sur les professionnels de jeunesse, la question des professions, la question des recompositions, des ajustements, des rôles et des métiers. On n'a pas abordé la question des classes sociales de ces professionnels, la question du genre, voilà, alors qu'il y a un vrai enjeu sur la féminisation et du coup sur certains métiers qui deviennent éventuellement plus répulsifs, moins attractifs, moins financés. On n'a pas vraiment parlé des salaires non plus, qui sont quand même aussi le nerf de la guerre sur les enjeux de professionnalisation. Bref, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir tenu. Nous avons tenu le temps, il est 19h01. Et merci à toutes et à tous d'être venus.